Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast. Comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, j'ai l'immense chance de recevoir aujourd'hui Jess Liodin, euh, ancien combattant UFC au parcours invraisemblable et surtout, je le voulais avec nous pour son franc-parler légendaire. Salut Jess. Salut, salut, salut. Donc on a déjà loupé quelques pépites, mais je Ouais, pense qu'on va y revenir. Euh, Ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec toi. Je ouais. te suis sur les réseaux, je t'ai découvert et c'est vrai que à la base, je me suis dit bon, qui est Jess Liodin. Je voyais que tu cliquais un peu partout, sur mes trucs, et je vois un type en fait complètement atypique, musclé, avec un look très original. Et en creusant petit à petit, euh, des souvenirs me sont revenus parce qu'à l'époque, quand on a ouvert Super Physique, on cherchait à faire des comment, à s'ouvrir un petit peu, et ton nom était, t'avais un Skyblog à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Si j'ai pas de conneries, parce que tu as donc combattu à l'UFC, donc l'organisation numéro un, on peut dire, de Mhm, combat MMA. mhm. Et ce qui est assez intéressant, donc parce que je sais que tu fais pas mal de de live à un moment, tu fais pas mal de live que j'écoutais. Ouais. Et on peut dire que euh, Ouais, pas mal contrairement, ouais. contrairement aux idées reçues, parce que en fait je veux parler de plusieurs choses, mais tu m'avais également envoyé ton DVD. Ouais, ouais, ouais. Et il y a un premier point que je voulais aborder avec toi, c'est que tu n'as pas réussi par hasard. Tu avais une volonté un peu hors norme. Si j'ai bonne mémoire, tu viens de région parisienne, c'est ça? Ouais, moi je suis né à Ivry, donc en région parisienne, donc j'ai vécu quelques temps à Ivry, à Corbeil-Essonnes. Après, on est parti en province avec mes parents, j'habitais à Sens, à Villeneuve-sur-Yonne, et après, à 14 ans, je suis arrivé à Bourges, qui est dans le centre de la France. Ok, donc tu as grandi un peu en région parisienne. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le combat? Bah, en fait, moi, c'est un peu par accident, j'ai envie de te dire. Parce que j'étais un gosse vraiment introverti. C'est-à-dire, pour l'histoire, mon père est même tapé sur la gueule. Donc, j'ai pris, a priori, de ce que ma mère m'a dit, mon premier coup de poing dans la gueule, j'avais 9 mois. Donc, j'avais l'habitude de prendre des coups. Et donc, moi, j'étais quelqu'un d'assez renfermé. Je pense pas vraiment avoir eu un copain avant l'âge de 16-17 ans, en fait. Donc, j'étais vraiment renfermé sur moi-même. J'étais un peu un geek. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai découvert les arts martiaux un peu par hasard, donc étant gosse, en regardant les films de Bruce Lee, ces choses-là, et j'ai voulu m'y lancer. Et puis très vite, j'ai voulu tester mes techniques martiales. Et puis à 14 ans, je suis parti de chez mon père et je me suis retrouvé SDF pendant quelques temps. Après, j'ai grandi dans un des quartiers nord de Bourges. Étant l'un des rares battus, c'était assez difficile, il fallait que je me batte assez régulièrement. Donc j'ai toujours eu un peu cette rage de vaincre à l'intérieur de moi. Et vu que jamais rien n'a été facile pour moi, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis si c'est facile, c'est qu'il va rien avoir au bout. Je m'attends toujours à tout ce que je fasse, tout ce que j'entreprends, que ce soit difficile en fait. Mais comment ça se fait qu'à 14 ans, tu quittes le domicile familial sans sécurité? Tu te dis pas, mais on peut s'imaginer les pires choses en fait. Bon, en fait, moi, je suis parti avec ma mère, en fait. Mais en fait, quand je dis je suis parti, parce qu'à 14 ans, tu te retrouves comme ça, tu deviens un petit peu l'homme de la famille, en quelque sorte. Mais oui, je suis parti avec ma mère, parce que ma mère se faisait frapper par mon père aussi, donc mes parents étaient relativement jeunes, vu que ma mère m'a eu à 16 ans. Quand on est parti, personne ne voulait nous aider, parce qu'en fait, tout le monde avait peur de mon père, en fait. Donc, on s'est retrouvés à la rue. Je me rappelle qu'on a dormi dans une église quelque temps. Après, dans l'église, il y avait un prêtre et il avait quelques chambres ici et là, donc on pouvait dormir dans des chambres. Je me rappelle de ce premier dîner qu'on a eu avec des SDF, parce que bon, c'est un centre où vous êtes tous les SDF qui viennent aussi, et vous avez récupéré des légumes, des restes du marché dans les poubelles, etc. Donc il faut une grande gamelle avec plein d'eau, des nouilles dedans, et voilà, il fait une soupe fait maison en fait. Et on se retrouve avec ces clodos, après on se retrouve dans la chambre comme ça, qui est un peu une petite, qui ressemble un peu à une prison, quoi. C'est une toute petite chambre, il fait un peu froid, comment ça s'appelle, des lits en fer. Et on s'est regardé avec ma mère, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait, on retourne. Et on s'est regardé, on fait non, c'est pas possible, quoi. On s'en prenait trop dans la gueule et on a décidé de rester là. Après, on s'est trouvé dans un centre spécial pour les femmes divorcées, etc., etc. Et puis après, voilà, dans des quartiers un peu difficiles, comme on dit, à essayer de se démerder, quoi. Enfin, comme beaucoup de Français en tous les cas.
J'ai une théorie sur comment faire en fait pour réussir un peu, mais en fait c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Je pense qu'il faut avoir eu, ou du moins avoir la perception d'avoir eu une enfance difficile et une sorte de revanche à prendre pour vraiment avoir cette volonté un peu indomptable de tout faire pour réussir à partir d'un moment. Est-ce que tu as Je un avis là-dessus avec ton exemple très J'ai envie de particulier? te dire oui et non. Alors moi, c'est un exemple et ça paraît comme ça. Et si tu écoutes aussi beaucoup de boxeurs ont un peu le même parcours. Mais j'ai envie de te dire que oui et non en fait. Je pense que c'est plutôt inné. Je pense que c'est plutôt dans ton DNS à l'intérieur de toi en fait. Je pense que c'est une culture. Si tu es bien passionné de quelque chose très très jeune, ça va t'aider à vouloir te dépasser et vouloir le faire. Le vrai problème, c'est que beaucoup de jeunes ne sont plus vraiment passionnés. Mais je pense que ça vient de ça. Enfin, tu as des gens qui ont énormément de succès dans quoi que ce soit, tu vois, que ce soit même dans le business ou dans l'art, dans la photographie, et qui viennent de parents qui ont de l'oseille, et pourtant, même ces métiers sont assez difficiles. Et tu as aussi des gens qui viennent d'endroits difficiles et ils ont envie de rien faire, et ils sont assez défaitistes, j'ai envie de dire. Ils n'ont pas vraiment la rage de vaincre. Ils ont cette théorie qu'à chaque fois que tu viens de banlieue ou alors que tu viens d'endroits difficiles, automatiquement, tu as vraiment faim et tu as vraiment envie de faire quelque chose. Et en fait, c'est pas nécessairement vrai. Alors oui, ça aide. Si en plus de ça, tu as envie d'arriver et que tu viens un endroit difficile, ça va pousser davantage parce que tu n'as pas d'autre choix en fait. Mais je ne pense pas que ce soit à chaque fois, quoi. Tu vois. Comment tu as commencé les compétitions? Moi, en fait, j'ai commencé vraiment les arts martiaux à 8 ans. J'ai fait du judo à 8 ans, du karaté à 10 ans, mais j'étais pas très bon parce que j'étais, encore une fois, vu que mon père me tapait, je ne savais pas comment rendre les coups, en fait. Donc j'avais peur de rendre, tu vois, enfin, j'étais nul, quoi. Et quand je suis parti, en fait, de chez mon père et que je me suis retrouvé seul, là, j'ai commencé la boxe thaï. J'ai commencé la boxe thaï à 14 ans, et là, je me suis rebiffé. Là, je me suis senti un peu plus, bon, vu que j'étais un peu l'homme de la famille aussi, je me sentais un peu plus responsable, et je suis sorti de ma coquille en fait, tu vois. Je suis devenu beaucoup plus agressif et je traînais aussi avec bon, des caïras, des voyous, etc. Donc je changeais aussi de personnalité et j'ai commencé la compétition à 16 ans. Donc j'ai commencé les combats à 16 ans, en pied-point, en boxe à kickboxing, etc. Et à 19 ans, je combattais internationalement. J'ai fait mon premier combat aux États-Unis à 19 ans. Donc voilà. À 19 ans, donc j'ai Mhm. ton palmarès sous les yeux, ça parle d'une compétition. Donc il y avait plusieurs fédérations. Aux États-Unis, c'était quelle fédération que tu as commencé? En fait, je crois qu'il n'y avait pas de fédération à l'époque, c'était simplement un tournoi. J'étais à Houston, au Texas. C'était le 21 novembre 1993, si je me souviens Ah ouais, bien. putain, ouais, c'est hyper vieux alors. Ouais, non, 1993. Donc, c'était le tournoi du sud-ouest des États-Unis, parce que tu sais, les États-Unis, c'est tellement grand qu'ils font les tournois du nord, du sud, etc., pour ensuite faire des finales. Et en fait, il s'avère que j'étais le seul étranger dans cette compétition. Et donc voilà, j'ai gagné le tournoi de kickboxing. Et par la suite, d'ailleurs, il y a eu le premier UFC quelques jours auparavant, je crois une semaine auparavant. Et les gens, vu que j'étais non seulement étranger, mais en plus j'avais un style assez spectaculaire, je faisais beaucoup de coups de pied sautés, etc. Beaucoup de gens m'avaient repéré et ils voulaient me parler à tout prix. Et certains m'ont dit, est-ce que tu as entendu parler de l'UFC et tout? Je fais non, non, c'est quoi exactement? Et ils m'ont sorti une cassette et ils m'ont montré ça. Et c'est là la première fois que j'ai vu l'UFC en fait. Et tout de suite, je me suis dit, ah, je veux faire ça. Donc là, à partir de ce moment-là, tu te dis, je vais me lancer dans les arts martiaux mixtes. Je vais plus Oui, me voilà. diversifier ou pas? C'était plus, j'étais pas vraiment fan parce qu'il faut dire que les premiers UFC c'était assez moche en fait. C'était pas vraiment esthétique. Mais moi, ayant grandi avec les films d'arts martiaux comme Bruce Lee, voire même par la suite Bloodsport, où c'est style contre style, etc., bien évidemment, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Mais encore une fois, je ne l'ai pas dit auparavant, mais moi, j'ai jamais vraiment rêvé de devenir un champion, en fait. Moi, je faisais du combat parce que je voulais tester mes techniques martiales. Donc, c'était plus pour ça qu'autre chose. Et encore une fois, à l'UFC, je pensais jamais que ça allait se développer comme ça. Pour moi, c'est juste une opportunité de faire en réalité ce que j'ai toujours vu dans les films, en fait. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut à tout prix que je fasse ça. Quand tu as pris connaissance de l'UFC, est-ce que ça a été un but à un moment de rejoindre l'organisation ou pas du tout? Non, parce qu'en fait, c'était très très difficile. Maintenant, on peut rentrer à l'UFC un peu n'importe comment. Quoi. Tu fais une télé-réalité, tu fais deux, trois conneries sur Internet, il suffit que tu as un record pas trop dégueulasse. Ils peuvent te donner une opportunité. Alors, regarde, la semaine dernière, on a vu deux combattants qui avaient 0-1. Ouais, Ça fait j'ai vu ce magnifique combat.
Là, c'était beau, hein. Et donc voilà, maintenant tu peux rêver un peu n'importe comment. J'ai vu là dernièrement, il y a un jeune homme qui est assez talentueux, mais à qui il lui manque un bras. Et on essaye beaucoup d'essayer de forcer Dana White, de lui donner une opportunité. Mais bon, Dana White, il dit, mec, il lui manque un bras. S'il lui arrive quelque chose de mal, ça peut. Donc tout le monde va se retourner vers moi. En tous les cas, juste ça pour dire qu'aujourd'hui, on peut se retrouver à l'UFC un peu n'importe comment. Il suffit d'en vouloir. Au bout de 3 4 ans, tu peux te retrouver à l'UFC si tu as vraiment la dalle. Mais à notre époque, ça n'existait pas. Et tant bien même, 10 ans plus tard, quand l'UFC était beaucoup plus populaire, il suffisait que tu aies simplement une seule défaite et c'était terminé. Ta carrière était finie. Donc, je croyais jamais que j'y allais pouvoir y arriver. Et donc, j'ai fait des petites compétitions comme ça. D'ailleurs, même aux États-Unis, à l'époque, il n'y avait même pas vraiment de compétition de MMA. Il y a des compétitions qui se faisaient dans les dojos. C'est-à-dire que c'était préorganisé ensemble. Il y a des mecs qui organisaient ça dans leur dojo, dans leur petit endroit. Et il y avait un mec du karaté, un mec du sambo, etc. Voilà, 3 4 mecs, 8 mecs des fois. Et on se mettait sur la gueule. Et puis, au bout du compte, savoir qui s'était gagné. Il y a d'ailleurs des organisations qui ont commencé comme ça au début, comme Super Bowl ou Hook and Shoot, qui sont des vieilles organisations américaines, mais qui à la base ont commencé où c'était simplement des interclubs ou des mecs qui se tapaient vraiment, quoi. Qu'est-ce que tu faisais comme travail à l'époque en même temps que tu t'entraînais? À l'époque, alors là, j'ai toujours bossé en fait. J'ai toujours un boulot normal, même quand j'étais à l'UFC, même quand j'étais au plus haut niveau, j'ai toujours eu un boulot en fait. Parce que, je l'ai dit brièvement, j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'argent étant gosse, quoi. Donc pour moi, l'argent, c'est, tu vois, je pouvais pas lâcher mon boulot et me dire, hein, ouais, mais bon, je peux avoir des thunes, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'était faire de la thune, c'était plus important que ma carrière de sportif, tu vois. Je sais ce que c'est d'être pauvre et j'avais pas envie d'être pauvre encore une fois. Donc moi, quand je m'entraînais, au début du MMA, bah, voilà, je me levais le matin à 5h30, je faisais un ou deux cours privés, je m'entraînais, je leur donnais un cours privé, je rentrais chez moi, je mangeais, je retournais, je rentrais un cours, je me rentraînais, je donnais un cours collectif et je rentrais chez moi et je faisais ça comme ça, quoi. Donc, Après, en fait, t'avais quoi? T'avais passé un brevet d'état d'éducateur sportif, c'est ça? alors, mes diplômes, moi, sont les diplômes anglais, en fait, qui sont des diplômes complètement différents parce qu'en France, moi, j'ai jamais vraiment passé de diplôme en France, j'ai passé tous mes diplômes en Angleterre. Alors, ça aussi, c'est l'histoire, parce qu'il fallait les passer, et puis les diplômes coûtent pas mal d'argent. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, tu peux avoir des diplômes en chocolat au bout d'une semaine, quoi. Les gens s'en battent les couilles de nos jours. Mais à cette époque-là, je parlais de ça 20 ans, il fallait quand même passer des vrais diplômes. Et donc, il fallait du temps et il fallait de l'argent. Et moi, j'étais ici en Angleterre, j'étais plongeur, je faisais 3 livres de l'heure. C'est 25 livres par jour. Tu vois, donc tu vas pas chier loin avec ça, tu vois. À un moment, j'avais 3 boulots en même temps pour pouvoir avoir ça. Et en fait, ce qui se faisait, c'est qu'à l'époque, je m'entraînais aussi avec des mecs qui faisaient du kung-fu, et il s'avère que ces gens ont fait un casting pour travailler sur un film. J'ai fait le casting avec eux, et j'ai eu un rôle de cascadeur sur un film. Ça m'a payé suffisamment d'argent pour me donner du temps libre, pour payer mes diplômes et pouvoir prendre du temps pour passer les diplômes. Et quand j'ai passé mes diplômes, j'étais dans une salle de sport, et là, à l'époque, on ne pouvait pas commencer en tant coach privé tout de suite, il fallait être instructeur d'abord, c'est-à-dire nettoyer les machines, donner des conseils, remettre les poids à leur place, et puis des conneries comme ça, quoi. Après, il donnait une ou deux classes, et au bout d'un certain moment, un an et demi, s'il voyait que tu étais sérieux, etc., il donnait la possibilité d'être coach sportif. Donc à un moment, moi, quand je travaillais dans la salle de sport, je faisais plongeur le matin, salle de sport l'après-midi, et le soir, je faisais serveur. Et comment tu t'avais pour te retrouver en Angleterre? En fait, moi, je suis parti à Houston, Texas en 95. Un mec là-bas, j'avais rencontré un Français, m'avait promis monter merveille, justement, après avoir gagné ce tournoi de kickboxing. Il m'a dit, écoute, on va monter une salle ensemble, j'ai fait un truc, ça va cartonner. Moi, je suis parti là-bas. Avec, voilà, j'ai mis un peu de thunes de côté, je suis parti, mais bon, à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc je suis arrivé, et puis bon, ça prenait du temps, ça prenait encore plus de temps. Donc je dormais chez lui, et bon, au bout d'un mois, il m'a dit, bon, tu peux plus trop venir dormir là, il faut que tu trouves ton appart. Donc il fallait que je trouve mon appart, ceci, cela. Il fallait que je trouve du boulot, qui m'a trouvé un Mexicain qui me donnait un boulot différent tous les jours. Donc un jour, j'étais serveur, un jour, je nettoyais les chiottes, le lendemain, j'étais sécurité. Mon pote, c'était une horreur. Et 8 mois, je vois que le mec, il fait rien du tout. Après, lui, vu qu'il allait tripoter des tues à droite à gauche, il était en divorce avec sa femme, donc il avait plus vraiment la tête à monter une salle, mais bon, il me le disait pas. Et moi, j'en avais plein de cul de faire des boulots à la con, tu vois. Attends, il y a un moment, je me trouve, je travaille dans une boîte de nuit, à 2h du matin, donc il t'appelle, et bon, il faut nettoyer les shots, c'est plein de dégueulis, plein de merde. T'as une queue de mec qui veut l'utiliser derrière, t'as les deux mains dans la merde en train de nettoyer ça, ici, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et donc, au bout de presque un an, j'ai pété un câble, et je suis parti vivre en Angleterre. Alors en fait, j'avais une petite meuf qui s'appelle Malika et qui vivait elle en Angleterre. Donc je me suis dit, je vais aller la rejoindre.
Et quand je suis arrivé ici en Angleterre, au bout d'une semaine, je me suis trouvé un boulot en tant que comment ça s'appelle, tu nettoies les assiettes là. Et, au bout de 3 mois, je me suis aperçu qu'elle s'était trouvé un autre marlou. Et en fait, on s'est séparés. Et vu que moi, je suis retrouvé ici en Angleterre, un peu la queue entre les jambes, je n'allais pas revenir en France pour rien foutre. Tu vas se dire, en France, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout. Je me suis dit, allez, vas-y, je m'en bats à la rondelle, je reste ici en Angleterre. Et puis, j'ai rencontré un mec d'une salle de sport qui m'a fait, hey, j'aime bien comment tu t'entraînes, si tu veux, je te donne un boulot. Voilà les diplômes qu'il faut passer. Et puis voilà, le reste, je vais l'expliquer. Putain, mais c'est incroyable, hein. Franchement, ce que tu racontes là, d'avoir 3 boulots, d'être bourlingué, etc., t'as une vraie résistance à l'inconfort, on peut dire, hein. Bah ouais, mais en fait, quand je te dis, moi j'y réfléchis pas, tu vois. C'est-à-dire que moi je vois des gens aujourd'hui, ils viennent sur les plateaux télé ou ils sont toujours en train de pleurnicher. Oui, j'ai souffert quand j'étais jeune, etc. La réalité, c'est que le plus dur, c'est pas de galérer. Le plus dur, c'est de vouloir de sortir de ta galère. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de pleurnicher toute la journée et de dire on me donne rien, on n'a rien à me donner, ça aide pas. Par contre, essayer de faire des boulots à la con, de faire traiter comme une merde par les patrons, et essayer de te sortir la tête de l'eau, de sous l'eau, là c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Et vu que moi j'ai toujours fait ça, je préfère faire ça que faire du surplace si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même si c'était dur, je voyais quand même la lumière au bout du tunnel. Je me disais ouais mais je vais quand même quelque part, je vais arriver à faire quelque chose. Et encore une fois, vu que j'avais pas le choix, de toute façon, c'était soit ça, soit retourner dans mon quartier de merde en France, à rien faire du tout, comme tous mes potes, parce que mes potes, ils faisaient rien, quoi. Ils faisaient des petits boulots ici et là, ils traficotaient un peu, ils branlaient rien, tu vois. Donc moi, pour moi, c'était pas une option de faire ça. J'ai toujours eu des rêves de faire des trucs plus grands. Bah, ça paraît complètement con, mais tu vois, quand j'étais ado, je disais les histoires de Van Damme qui est parti aux États-Unis faire des boulots à la con et qu'un jour il a retrouvé un producteur. C'est les genres de conneries qui te fait rêver quand t'es ado, tu vois ce que je veux dire. Et c'est le genre de trucs qui te poussent ici vers l'avant. Donc voilà, quoi, c'est un peu dans mon état d'esprit, dans ma mentalité. Euh, donc là, tu te retrouves donc finalement coach sportif, tu t'entraînes en même temps en Ouais, combat. ouais. Et En fait, j'ai moi, pris un petit break. Hein. Quand je faisais tout ça, tous ces boulots, moi je combattais pas. C'est pas possible. Quand tu as 3 boulots en même temps, c'est pas possible. Mais quand j'ai commencé à faire coach sportif à plein temps, c'est là que j'ai eu un peu plus de temps pour m'entraîner et c'est là que j'ai repris la compétition. C'était vers la fin des années 90, j'ai envie de te dire 98. J'ai trouvé des mecs ici qui faisaient du grappling, de la lutte, etc. Et le MMA commençait un peu ici en Angleterre. Donc je me suis retrouvé avec ces mecs, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Et on a fait voilà, les premières compétitions ici en Angleterre. Tu vois, c'était vraiment n'importe nawak, tu vois. Des fois, c'était en plein milieu d'un événement de boxe où on faisait 1 ou 2 combats de MMA, qu'on se mettait par terre, tout le monde huait. C'est quoi cette merde? Ils te lançaient des trucs de bière. Donc c'était n'importe nawak, tu vois. Un jour, tu combattais amateur, le mois d'après, tu combattais professionnel. Tu te pointais, le mec il avait chié dans sa culotte, arrivé là, t'avais un mec de 20 kilos plus, tu vois, donc c'était vraiment anarchie, tu vois. Mais voilà, c'était le début des années 80, le début du MMA après les années 90, quoi. et moi il y a un truc qui me plaît pas trop. Souvent, on invoque la chance pour expliquer le parcours de quelqu'un, etc. Donc là, on voit bien que bon, t'as toujours eu cette rage de vaincre, etc. Et à un moment, tu t'es vu proposer un combat à l'UFC. Et si je me souviens bien dans ton DVD, Mhm. à la base, c'était pas toi qui étais prévu pour ce combat-là. Non, en fait, je pense que moi, en fait, alors la chance pour revenir à ce point-là, moi je dis, ça m'énerve aussi, tu vois. Par exemple, tu pars en vacances, tu dis, ah, t'as de la chance. Ben non, j'ai pas de la chance. En fait, tu me racontes, je bosse toute l'année, je prends 2 semaines de vacances. Voilà, il n'y a pas une histoire de chance, tu vois. Et en fait, que ce soit dans le sport, mais aussi dans le cinéma ou quoi que ce soit, c'est une question d'opportunité. C'est pas de la chance. La chance, c'est tu joues au loto, tu gagnes 14 millions, voilà, t'as rien branlé pour ça, t'as gagné. Par contre, des opportunités, c'est un mec qui va dire, hey, potentiellement, il y a ça si tu fais ça. Il s'avère que cette opportunité va fructifier ou pas, mais en tous les cas, c'est une opportunité. Tu vois ce que je veux dire? C'est une porte qui s'entrouvre. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes, quand il y a juste une porte qui s'entrouvre, ça ne les intéresse pas. Eux, ils veulent qu'on leur donne. Mais la vie, en fait, c'est à toi de créer tes opportunités. Et en fait, voilà, bon, combattre à l'UFC, est-ce que c'était vraiment une opportunité? Non, parce que j'ai pris, j'ai donné, je me suis pris des coups dans la gueule avant d'y arriver. Tu vois, dire, ils ne sont pas venus comme rien à la poche. Je crois que je vais avoir plus d'une vingtaine de combats déjà à l'époque. Mais j'étais sur une bonne série de victoires. Et puis j'avais combattu voilà, un mec qui était prêt à signer à l'UFC. Et il s'avère qu'ils avaient un combattant qui voulait faire monter parce que eux, ils allaient faire un événement en Allemagne. Donc ils avaient un combattant allemand qui est d'origine russe
qui cartonnait pas mal, très bon frappeur, pas mal au sol. Et en fait, il voulait mettre un faire-valoir en face de lui. Et vu que moi, mon record était un peu mitigé, pour être honnête, parce que, bon, voilà, à une époque, je m'entraînais pas vraiment et je me suis pris des défaites que j'aurais pas dû prendre, ils se sont dit, ouais, ce mec-là, en fait, il va pas être terrible. Sauf que l'autre, je l'ai plié en 90 secondes et voilà, ils se sont retrouvés avec moi et c'est pour ça que j'ai continué à l'UFC. Ouais, mais c'est ça, bah, je vois que t'as plié le mec soumission au bout d'une minute 21. Ouais, mais voilà. Mais en fait, moi, ma carrière, elle est un peu en dents de scie parce que, tu sais, encore une fois, alors, certains diront de la chance, mais oui, tu sais, en tant que combattant, tu ne peux pas avoir énormément de succès tout seul. Être bon en combat, c'est pas suffisant. Il faut que tu sois bien entouré dès le départ. Il faut que tu aies un bon coach qui te prépare correctement. Il faut que par là, tu aies les bons combats au bon moment. Donc, comme tu peux voir, les combattants maintenant de gros profils en France, on peut voir que leur premier combat, voilà, ils prennent des clodos, les mecs ils valent rien, mais voilà, tu te fais un petit peu la main et au fur et à mesure du combat, tu vas prendre des journeymen, donc des mecs pour 10 victoires, pour 10 victoires, 10 défaites, et puis tu vas monter progressivement, et puis tu vas avoir des mecs qui vont faire ta promotion. Voilà, le combat ça se passe comme ça. Par contre, moi, comme beaucoup de monde, vu que tu es tout seul, bah t'en prends un combat là, tu prends un combat ici, tu fais ça un peu pour rigoler, tu prends pas au sérieux quoi. Tu devrais te préparer, mais bon, t'as 2 clients ce soir qui vont te donner un peu d'oseille, au lieu de faire ta préparation, tu vas perdre tes clients, tu vois ce que je veux dire. Donc tu tapes une victoire, une défaite, bon, une victoire. Hey Jess, tu veux recombattre à 90 kilos la semaine prochaine? Ouais, vas-y, ramène. Et hop, une autre défaite, et voilà. Mais au bout du compte, ça veut pas nécessairement dire que t'es mauvais. C'est un petit peu aussi l'histoire de Rocky, tu vois. Rocky au début, dans Rocky 1, c'est pas qu'il est mauvais le mec, mais voilà, il fume des clubs, il s'en va les couilles, tu vois ce que je veux dire. Mais bien préparé, il peut faire la différence. Mais en plus, cette invitation à l'UFC est venue assez tard dans ta carrière parce que, de ce que j'ai regardé, t'es né en 73, donc t'avais déjà 34 ans quand ils t'ont appelé. Ouais, bah c'est un. Ouais, mais bon, à l'époque, c'était. Enfin, à l'époque, c'est il y a 10 ans maintenant. C'était des mecs de la trentaine, ils faisaient pas aussi vieux que maintenant. Maintenant, les mecs, ils ont 35, 36 ans, ils font vieux, tu vois. Ça devient un peu comme le foot, c'est vraiment devenu un sport de jeunes maintenant. Mais à l'époque, ouais, non, t'avais encore Randy Couture qui combattait, qui avait 40 piges, etc. Donc c'était pas. Mais oui, ma carrière était. J'étais à un certain âge. Mais en tous les cas, dans le monde du combat, avoir 30, 32, 34, c'est le meilleur, je pense, parce que tu as beaucoup plus d'expérience, physiquement, tu es encore bien, etc. Donc, c'est pas comme le foot où il faut vraiment être dynamique, tu vois, vraiment technique, mais aussi rapide. Non, dans le combat, tu peux être un petit peu mieux, l'expérience, ça te donne beaucoup aussi. Et je pense que la fleur de l'âge, vraiment, pour le combat, c'est vers la trentaine. Euh, j'ai oublié ma question, mais je vois que t'avais commencé dans une organisation un peu en dessous qui s'appelle le Cage Rage. Ouais. En fait, le KJ, c'était une petite organisation à la base qui voulait voilà, essayer de faire un petit peu comme les grands. Et il s'avère que par la suite, ils sont devenus la plus grosse organisation en Europe. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, t'as eu beaucoup de choses. Tu avais l'UFC, bon, tu as eu des organisations qui sont venues, sont parties. Tu as eu l'Affliction, t'as eu pas le, si, le Strike Force, plein de trucs, et Elite FC, etc. Et en Angleterre, tu avais le Cage Rage. Mais en fait, ils ont vachement monté très très vite et ils recevaient aussi beaucoup de combattants américains. Enfin, Anderson Silva s'est fait vraiment connaître. Il a fait le Pride, mais aussi il s'est vraiment connaître au Cage Rage avant d'avoir signé à l'UFC. Victor Belfort, pareil. Enfin, beaucoup de combattants sont passés par le Cage Rage avant d'arriver à l'UFC. C'était aussi un tremplin. Quand tu gagnes ton combat à l'UFC, est-ce que c'est comme maintenant? Est-ce que tu avais un énorme contrat, des combats prévus d'avance? Est-ce que tu pouvais arrêter de travailler? Non, non. Normalement, tu signes pour 3 combats. Alors, accrochez-vous pour mon premier combat. C'était 3 000 $ pour gagner, 3 000 $ pour combattre et 3 000 $ si tu gagnes. Donc, en tout, même si tu gagnes, tu fais 6 000 $. Dessus, il faut que tu payes des taxes. Donc, au bout du compte, il ne te reste pas grand-chose. Je veux dire, comment tu peux t'entraîner à plein temps avec 6 000 $? C'est ce que je veux dire. Avec les taxes et tout, ça fait, on est sur des quoi? On est sur du 4 000, 4 500. Qu'est-ce que tu fous avec 4 500 $? C'est ce que je veux dire. Si tu perds ton combat, tu fais que 3 000, tu es un petit peu dans la merde. Donc, tu peux pas être combattant, tu vois, à plein temps. Après, mon deuxième combat, il était à 6 000 et le troisième à 9 000. Donc 6 et 6, 9 et 9. Après, par-dessus, il y a des sponsors, des choses comme ça, mais voilà, ça c'est différent. À l'UFC, donc tu as gagné ton premier combat, mais après tu as perdu tes trois suivants. Non, j'ai gagné mon premier Les combat, combats. mon deuxième combat, et Ok, après j'en ai ouais. perdu. Ouais, c'est ça. Et donc, une fois, ouais, c'est ça. Excuse-moi, j'ai sauté une ligne. Et donc, t'avais signé pour trois combats. Vu que t'étais en 2 à 2-1, ils t'ont dit on continue. Ouais, ils m'ont signé en fait. Quand tu es dans 2 victoires, en fait, avant que tu finisses ton contrat, ils te signent toujours.
Ok. Parce qu'en fait, si tu gagnes tes 3 combats et que t'es pas signé, là, tu as un pouvoir de force et tu peux vraiment négocier plus d'oseille. Donc, ils veulent pas se retrouver dans cette position. Ils veulent toujours te signer avant que tu aies fini ton dernier combat, en fait. Mais à cette époque-là, t'étais toujours pas vraiment professionnel, tu pouvais toujours pas vivre de tes entraînements, tes combats. Non, non. Mais même vers la fin, je touchais 9000 et 9000. Et après, je me faisais du 30 000 pour sponsor, tu vois. Donc ça va, c'est pas dégueulasse, tu vois. Mais tu sais que ça va pas durer toute ta vie. Donc je préfère aussi. Et ce que j'ai fait, en fait, moi, c'est que j'avais toujours mon boulot, donc je vivais avec mon boulot, je payais mon loyer, mes factures, etc. avec mon boulot. Et toute l'oseille que j'ai toujours fait de mes combats, j'ai toujours mis de côté, en fait. J'ai toujours mis ça à la banque. Je l'ai jamais dépensé dans des conneries, dans des trucs, ou quoi que ce soit. Et donc, ce qui fait, c'est que par la suite, j'ai investi tout ça dans un appartement, et aujourd'hui, je suis propriétaire. Est-ce que tu penses que, parce que tu as un style très particulier, je mettrai des photos pour ceux qui ne te connaissent pas sous le podcast, Mhm. est-ce que tu penses que ton style très particulier t'a rendu plus visible et t'a permis de te démarquer justement pour recevoir cette première invitation? Mon style de combat, tu peux dire. Bah, le style de combat et le style aussi physique, parce que t'es très tatoué et puis Moi, même à l'époque, t'as une gueule différente, on peut dire. à l'époque, j'avais beaucoup moins de tatouages, mais ouais, j'en avais quelques-uns. Non, je pense pas que c'est ça. Je pense que vraiment c'était mon style. Moi, déjà, dès mon premier combat, j'ai gagné mon premier combat avec un coup de pied retourné. Donc j'ai toujours, tu vois, été spectaculaire, j'ai toujours pris des risques. Même ici en Angleterre, j'étais booké régulièrement. Les gens voulaient toujours que je combatte dans leurs événements parce qu'en fait, j'allais toujours à l'attaque, à l'attaque, à l'attaque sur les soumissions, tout ça. Et bon, ce qui se passait, c'est que par moments, j'étais pas vraiment bien préparé et je manquais de cardio et c'est ça qui passait. Au deuxième round, je commençais à me fatiguer et je me prenais du grain et pain, tu vois. Mais moi, j'étais toujours très agressif, toujours sur la soumission, toujours coup de pied sauté, coup de poing retourné, etc. Donc c'est ce style-là surtout qui a fait que ils se sont dit, bon, pourquoi pas. En tous les cas, même s'il perd, il va faire le show, tu vois, c'est surtout ça, quoi, l'UFC. Il faut vraiment, même dans les cas-là, même si tu perds ou tu gagnes, du moment que tu fais le show, que tu vas à la castagne, et que tu es agressif, et ils vont te signer en tous les cas. Ouais, parce que là, on a vu, bah, on parlait un peu du dernier UFC là que j'ai regardé hier. Ouais. Là, il y avait des combats, CM Punk contre Jackson, c'était pas vraiment Ouais. un combat. Ouais, ouais, non, mais non, il y a des combats, ouais. C'est. Même bon, déjà, CM Punk contre l'autre, là, c'est un exemple parfait, par exemple. Parce que CM Punk, bon, il a rien à faire ici. Je pense qu'il s'est même pas entraîné pour le combat. Je pense très franchement qu'il a fait ce combat pour pouvoir payer ses avocats, plus qu'autre chose. Parce il était au tribunal avec la WWE. Quand tu vas au tribunal avec la WWE, ils ont énormément besoin d'argent. Et ce que les gens faut qu'ils comprennent, c'est qu'aux États-Unis, c'est pas vraiment tant est-ce que tu as tort ou tu as raison quand tu vas au tribunal là-bas, c'est surtout combien tu as d'argent pour payer tes avocats. Si tu as beaucoup d'argent, tu as de grandes chances de gagner. Et donc lui, vu qu'il était face à WWE, il lui fallait beaucoup d'argent pour payer ses avocats. Et d'ailleurs, il en avait plusieurs. Et à mon avis, il a fait des combats à l'UFC juste pour payer ses avocats. Parce que vu qu'il fait 1 million à chaque fois, c'était plus pour ça qu'autre chose. C'est impossible que le mec se soit entraîné ces 3 dernières années. Je veux dire, même tu le regardes au PAO, le mec, on dirait un mec qui a commencé la semaine dernière. C'est impossible, tu vois. Je pense très franchement qu'il s'est pas entraîné. Mais pour en revenir au spectacle, son adversaire, qui est aussi un Gugus sorti de nulle part, au lieu de le mettre KO tout de suite dans les 2 premières minutes, l'autre il faisait un peu son show, il faisait un peu le Gugus pendant 3 rounds. Et Dana White il a fait hey, Charlie Chaplin, t'es bien gentil, mais tu vas aller faire ça ailleurs. Et il l'a coupé aussi, il l'a viré aussi après. Donc comme quoi, gagner, c'est pas suffisant, il faut aussi faire le show. J'ai vu aussi des Français qui avaient signé à l'UFC, qui étaient aussi sur des victoires, et ils se sont vus pas renouveler leur contrat parce qu'ils n'étaient pas assez expéditifs, parce qu'on leur a mis des mecs face à eux qui étaient voilà, moyens, et ils les battaient, mais ils les battaient pas spectaculairement. Donc ils ne sont pas vus renouveler leur contrat. Bah, en parlant de ça, interlude, mais le combat Whittaker-Romero, et moi j'ai trouvé ça assez sympathique à regarder. Ouais, 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 bah, Romero, c'est quand même un extraterrestre, le mec. Putain, Romero, quand ça partait, tu disais putain, s'il le touche à chaque fois. Ça, le mec, tu vois, après, le mec, il est pas vraiment éthique, tu vois, c'est un mec qui se repose ici beaucoup sur ses acquis. Tu vois que le mec, il a une génétique d'enculé, tu vois, tout le monde aimerait bien comme ça, tu vois, un Superman. Le mec, il a une grosse génétique et il se repose vachement sur ses acquis, sur ses années de lutte, sur ses années d'expérience de compétition, etc. Mais ça se voit qu'il ne s'entraîne pas vraiment en pied-point. Il y a 2, 3 vidéos qui tournent où ils l'ont suivi justement dans son entraînement. Il s'entraîne dans un club de taekwondo avec un vieux cubain qui lui tient les paos comme je sais pas quoi. Non, si lui s'entraînerait vraiment, il serait intouchable. C'est que voilà, il a des acquis, il a une génétique mais extraordinaire. Tu vois, je pense que ce mec-là, il aurait pu faire presque n'importe quel sport, il aurait été bon. Tu vois. Non, mais c'est vrai que quand on le voit, c'est incroyable, hein, le physique qu'il a, et on voit, il a le jus, quoi. Et puis le mec le tape, et puis on voit que putain,
Il y a une garde, on n'y rentre pas, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et puis d'un autre côté, on a vu aussi un changement de flambeau, entre parenthèses, où tu vois par exemple un mec comme Overeem qui a dominé plusieurs catégories comme Grande Mozalé et aussi Rasha Levin, qui a dominé aussi, qui a été champion de light heavyweight, etc., qui avait énormément de talent. Et tous les deux se sont fait battre par des petits nouveaux, voilà, qui dit, bon, bah voilà, c'est changement de catégorie, tu vois, ça change. Le sport, on ne peut plus faire de vieux os dans ce sport maintenant. C'est pour ça, encore aujourd'hui, tu as des gens qui disent, ouais, j'ai, je te vois toujours faire du sparring, t'es encore bon et tout, tu dois monter sur le ring. Je dis, t'es ouf, toi, tu veux que je perde ma vie, qu'est-ce qui t'arrive? Les mecs de 25 ans maintenant, ils sont. C'est des tueurs à gages, tu peux pas tenir avec ces mecs-là. En boxe anglaise, tu peux faire des vieux os un peu, parce que tu vois, tu peux un peu te cacher, tu vois, c'est un peu plus technique, tu vois. Mais en MMA, c'est pas possible, ça part dans tous les sens et tout. Tu veux ma mort ou quoi? C'est pas possible. Bah, parce qu'en fait, donc, toi, t'avais 5 combats à l'UFC, et après, je vois que t'as continué dans d'autres organisations jusqu'en 2012. Ouais, ouais, je voulais re-signer avec l'UFC. En fait, ce qui se passe, c'est que tu bats des mecs qui sont pas trop mal. Ils te re-signent, et j'ai battu des mecs, tu vois, qui avaient quasiment pas mal de combats, tu vois, 40 combats, 50 combats, je battais des mecs, tu vois. Mais l'UFC n'était pas intéressé. Encore une fois, cette fois-ci, là, on parle de l'âge. J'arrivais plus vers la fin des trentaines, et pour re-signer un mec comme moi, il n'y a aucun intérêt. Parce que voilà, il faut 1 an, 2 ans pour qu'il te promouvoie, pour qu'il te mette dans les vidéos, il dépense de l'argent sur ta gueule pour faire que ton nom est un peu plus connu, et pour que tu deviennes un contender. Et puis arrivé là, t'as déjà 40 piges, donc ça sert à rien, tu vois. Donc j'ai essayé d'être signé, ça marchait pas. Et puis je me suis dit, bon, bah allez, c'est bon, ça sert à rien. Si c'est pour faire. Quand t'as combattu les tirs, qu'on recombat dans les petites organisations pour 1500 euros, c'est là, vas-y, j'en ai plein le cul, quoi. Parce que toi, maintenant, ça te coûte de l'argent. Parce que si tu viens à moitié préparé, ces mecs-là, ils peuvent te battre. Parce que un mec qui a 50 combats face à toi avec la dalle, il peut te battre ce jour-là si t'es pas préparé. Donc, les gens ils disent, ouais, mais t'as fait l'UFC, c'est facile. Mais faire l'UFC, ça veut rien dire. Tu vois, c'est la préparation que tu as, tu vois. Et donc, tu es obligé d'investir ton propre argent dans ta préparation. Mais tu te dis, bon, ça se trouve, au bout du compte, l'UFC va me re-signer, donc c'est un investissement. Mais au bout d'une fois, 2, 3 fois, quoi, 5 fois, 6 fois. Et il y a des mecs qui battent les mêmes mecs que tu as battus, eux, ils signent, qui va aller, c'est bon, vas-y, je laisse la faire. Et après, voilà, j'ai lâché le truc et puis je me suis lancé dans le cinéma. Bah, justement, parlons-en de cette reconversion, parce qu'en fait, de ce que je comprends, t'as jamais vraiment vécu du combat. Non. T'as vraiment toujours travaillé à côté. Et donc ma question qui était comment on fait pour se reconvertir après avoir été sportif de niveau, tombe un peu à l'eau, mais justement tu t'es reconverti dans le cinéma. Comment c'est venu cette Bah, en attirance vers le fait, cinéma? j'ai toujours voulu faire du cinoche, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Comme je te l'ai dit au début, moi, être combattant professionnel, ça, voilà, je voulais me tester martialement, mais devenir combattant professionnel, c'est arrivé un peu par hasard. Par contre, moi, comme je te l'ai dit, à 14 ans, donc j'étais assez introverti, etc. J'ai regardé beaucoup de films, mais à 14 ans, je vais trouver un petit boulot et je bossais dans un vidéoclub. Donc je bossais le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Bon, le mec, il me payait pas. Mais par contre, je pouvais ramener des cassettes VHS chez moi et mater des films, tu vois. Et donc, j'ai maté des films non-stop. Et je me suis vraiment trouvé une passion pour le cinéma. Et j'ai toujours voulu faire du cinéma. Sauf que, bon, voilà, quand t'es illettré comme moi, parce que moi, j'étais illettré, mon copain. Hein, je savais pas, moi, encore aujourd'hui, hein, je peux pas écrire 3 lignes sans faire 40 fautes. Hein. Donc, t'es comme ça, ils te balancent d'une classe à une autre parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire de toi. Donc, tu vas voir la conseillère d'orientation, je vais faire du cinéma. Tu regardes, elle rigole au nez, tu vois. Elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, garçon? Donc, elle fait tout ce que j'ai à te proposer, c'est aller à Tours faire une école de projectionniste. Je fais, bah non, mais moi, je peux pas aller à Tours, j'ai pas l'argent pour aller là-bas. Donc, tu lâches un peu l'affaire. Et puis bon, 20 ans plus tard, tu as fait l'UFC, tu n'aurais jamais cru que tu aurais pu le faire, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as tourné autour du monde. Tu dis, bah tiens, bah pourquoi pas essayer le cinéma. Et donc, vu moi, au lieu de m'attendre qu'on m'offre des rôles, j'ai fait comme j'ai toujours fait. J'ai commencé à zéro, j'ai pris des cours d'art dramatique, j'ai fait de la figuration, j'ai fait des courts-métrages, j'ai fait de la merde, en espérant avoir des petits rôles. Et progressivement, au fur et à mesure, j'ai pu sortir un petit peu, avoir des petits rôles ici et ça. Mais maintenant, ça va faire quoi, 6 ou 7 ans maintenant que je travaille en Cinoche, quoi. Et bah moi à un moment je t'avais écrit parce que justement je cherchais ton DVD. Il y avait un DVD qui était sorti sur toi, sur ton parcours, ton expérience, parce que on l'a Ouais. pas dit mais t'as été le premier Français à l'UFC. Alors techniquement, j'étais le troisième ou quatrième. Avant moi, juste avant moi, il y a Cheikh Congo qui a signé. Cheikh Congo, c'est un grand Renoir, un tueur à gages, il combat encore toujours d'ailleurs, qui est toujours aussi performant, il combat à Volator. Donc lui a signé juste avant moi. Mais en fait, mon nom revient souvent parce que j'avais beaucoup plus de combats et j'avais combattu un peu plus à travers l'Europe, donc j'étais un peu plus connu peut-être dans le milieu que Cheikh. Mais Cheikh a
combattu avant moi et même a combattu à plus haut niveau que moi. Après, avant ça, il y a eu un autre combattant qui s'appelle Christophe Midou. C'est un des vraiment Ah oui, premiers oui, je vois. pionnier du MMA. C'est d'ailleurs lui le premier entraîneur de MMA de Georges Saint-Pierre. Et lui, c'est le premier. Il a fait malheureusement qu'un seul combat qui s'est avéré être une défaite, mais peu importe. Et même avant ça, il y a un combattant qui a combattu pour la France, qui s'appelle Orlando Viette. C'est en fait un combattant hollandais, mais à l'époque, il était marié avec une Française, et donc vivait entre la France et la Hollande. Et vu qu'il a combattu, c'est dans les premiers UFC, le 2 ou le 3, quelque chose comme ça. Et vu que voilà, sa femme était française, qui faisait d'ailleurs son coin et qui vivait à moitié Normandie, et ben, ils ont mis le drapeau français, a priori, il représentait la France. Donc voilà, donc techniquement, je suis le quatrième. Et est-ce que cette expérience, donc on a fait un DVD sur toi en te présentant un peu comme le premier français à l'UFC, est-ce que justement, de faire ce DVD, ça t'a donné, ça t'a réallumé la flamme en fait pour faire du cinéma? Ou c'est toujours resté dans un coin de ta tête, en fait? Oui et non en fait. Alors pas directement. En fait, le gars qui ont fait ce documentaire sont eux aussi tombés sur mon Skyblog de l'époque. Il fait ah, il est marrant ce con-là. Et donc le mec il fait ah pourquoi on ferait pas un truc sur lui. Bah, il fait écoute, c'était un des stagiaires qui bossait là-dessus. Il s'est tiens prends cette caméra, prends tes clics avec les câbles, va à Londres, va passer quelques jours avec lui, fais 2-3 vidéos et on voit ce qu'on en pense. Et le mec est venu me filmer et c'est tombé juste au moment où il y a eu le cage fight que j'avais gagné, etc. Et donc il est revenu avec des images et ils ont fait ah il est sympatoche ce mec-là, tiens bah pourquoi pas. Et ils ont fait le documentaire. Et il s'avère par hasard en plein milieu du documentaire qu'on filme, j'ai signé avec l'UFC. Donc voilà. Après, est-ce que ça m'a vraiment donné du cinéma? Non, parce qu'en fait, je suis moi-même, tu vois, dans le docu, tu vois, je joue pas un rôle, tu vois. Mais le mec qui a fait le documentaire, qui s'appelle Paul Bellet, est par la suite devenu mon meilleur ami. Et vu qu'il est aussi réalisateur, eh bien, on échangeait souvent les idées. Et lui, il m'a aussi beaucoup encouragé en disant non, mais Jess, t'as une bonne gueule, tu devrais essayer, prends des cours. Déjà, prends des cours et vois si ça t'intéresse. Pense même pas au cinéma, prends les cours d'art dramatique, fais des trucs, va là-bas, vois si ça t'intéresse. Et à partir de là, on voit. Et j'ai pris des cours et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment pris mon pied à prendre des cours de théâtre. Et voilà quoi. T'as pris des cours pendant combien de temps avant d'avoir ton premier rôle, on peut dire? Pas très longtemps, parce qu'en fait, moi, vu que je suis, encore une fois, hein, je suis pas pété de thunes, je peux pas me permettre de faire 3 ans d'école art dramatique, tu vois. Donc moi, je faisais des stages de 1 semaine, 3 semaines, des stages 1 mois, tu vois. Au lieu de partir en vacances, pendant 1 mois, voilà, je dépensais et j'allais faire des cours d'art dramatique. Mais c'était plus pour me donner les bases, en fait. Moi, je travaille vachement sur l'instinct, en fait. Et très très vite, j'ai eu mes premiers courts-métrages et choses comme ça, quoi. Donc ça va assez vite. Après, tu sais jouer ou tu sais pas jouer, je pense que c'est assez beaucoup inné aussi. C'est comme les sports, tu vois. T'as beaucoup de mecs, ils sont talentueux, tu vois. Ils n'ont pas besoin de s'entraîner très très longtemps et tout de suite, tu vois les résultats. Même tu vois, même toi dans la muscu, pour être plus spécifique, t'as des mecs qui s'entraînent 3 4 mois, les mecs ils vont dire, mais putain, il prend des stéroïdes lui. En fait, non, le mec il a une génétique pour ça, point barre, tu vois. Et en fait, je pense que pareil, le genre d'acteur, t'as des gamins maintenant, ils ont 10 ans et les gamins ils savent jouer, tu vois. Donc, je pense que ça vient beaucoup de l'instinct, de comment tu utilises tes émotions, comment tu peux les canaliser, et puis aussi écouter le réalisateur ce qu'il veut lui réellement. Parce que tu as de très bons acteurs aussi qui sont parfois bons dans certains films, mais aussi très mauvais dans d'autres. Donc voilà. Est-ce que tu avais l'ambition de vivre de cette nouvelle passion? Non, parce que je ne me suis jamais vraiment allé faire des films, j'ai jamais vraiment vécu du combat. Et en fait, très très peu de gens vivent du combat. En fait. Et les gens qui vivent vraiment du combat, que ce soit la boxe anglaise, le pied-point, le MMA, sont une toute minorité, une toute petite minorité. La grande majorité des mecs qui combattent, ils sont tous un peu videurs, ils font tous un peu de la sécurité, ils font tout un peu trafic de shit un peu à côté. Donc il y a toujours un peu de la magouille à droite à gauche, tu vois, pour pouvoir s'entraîner à un plein temps. Mais en fait, très très peu en fait, ils peuvent vivre vraiment de leur truc. Et le cinéma, c'est pareil, mis à part, c'était voilà, le fils d'un mec connu ou le fils d'un producteur ou d'un acteur, où tu peux te permettre de faire semblant d'être acteur, faire un film tous les 3 ans parce que papa il t'a donné un appartement, ou alors tu as hérédité d'un appart d'un Paname, tu peux pas vraiment en vivre en fait. Les gens qui font vraiment de l'oseille en France, ou voilà, dans le cinéma, il y en a une toute petite poignée. Maintenant, les gens pensent que tous les acteurs font des milliers de cents. C'est des conneries en fait. Tu vas avoir, je sais pas, les 15-20 personnes qui touchent vraiment de l'oseille. Après, t'en as qui se démerdent. Mais surtout, la grande majorité des acteurs, voilà, ils font un acteur un jour, ils font du théâtre le lendemain, ils font un peu de figure ce jour-là, ils se démerdent, quoi. Donc, j'ai toujours su que j'aurais jamais pu vraiment vivre de ça. Donc, c'est pour ça que je garde mon table de coach sportif à côté, et puis on verra ce qui se passe, quoi. Mais en tant que coach sportif, donc tu t'occupes de la muscu, mais également du combat. Ouais, voilà, en grande partie, je fais pas vraiment muscu, je fais vraiment combat et conditioning.
Ok, ouais, donc CrossFit avant l'heure en fait. Ouais, voilà. Parce que c'est marrant, parce que tu vois, maintenant le CrossFit est populaire et tout. Moi, je me rappelle. Et pourtant, c'est pas si vieux que ça. Moi, je me rappelle quand je m'étais entraîné aux États-Unis, donc en 2006-2007, et on faisait des choses qui étaient assez similaires du CrossFit. Donc voilà, battle rope, hair down, je sais pas comment ça s'appelle, le vélo elliptique, je crois que ça s'appelle en Ouais, français. ouais, 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 une sorte de vélo elliptique, on voit, ouais. Voilà, des ballons, tu sais, que je balançais par terre, etc. Donc voilà, on sait ça. Moi, quand je suis revenu en Europe, j'essayais de me trouver justement des ropes comme ça sur les chantiers, tu vois, que les gens utilisaient pour monter les sauts, tu vois. Je me suis trouvé plein de trucs comme ça pour le faire moi-même et je me rappelle que tout le monde me regardait dans la salle comme si j'étais un fou, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là à sauter dans tous les sens? Et maintenant, tout le monde le fait, c'est assez drôle, quoi. Est-ce que tu as commencé ta carrière entre guillemets d'acteur à Londres ou directement tu as joué en français? Non, non, à Londres. À Londres, je faisais des conneries un peu à Londres. Donc voilà, comme je t'ai dit, la figure, une petite ligne par-ci, une petite ligne par-là avant de me faire péter la gueule. Et j'ai fait de la cascade sur Blanche et les chasseurs, j'ai fait cascade sur Thor. Et après, mon premier vrai rôle, c'était sur un film français qui s'appelle Night Fair, où je joue un des personnages principaux. Et ça, c'est vraiment mon premier rôle. Et en effet, c'est un film français. Par la suite, j'ai enchaîné avec un autre film français qui s'appelle Anti-Gang, où je joue un second rôle assez sympa. Et puis après, voilà, que là, quoi. Moi, je pensais essayer. Maintenant, j'ai commencé à faire des gros rôles. On va me balancer sur des gros castings. Je vais pouvoir faire les seconds rôles. Les gens s'en battent les couilles. C'est-à-dire qu'après, on me proposait hey, tu veux faire agent de sécurité dans un film de Danny Boone pour rejoindre les tournages? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rôle principal. Non, non, mais c'est pas comme ça que ça se passe, mon copain. Retourne à la queue, tu vois. Donc voilà, en France, il se passe plus grand chose en ce moment. Donc là, je me refocalise un peu aux États-Unis. Là, en ce moment, je suis en préparation. Je vais tourner Maléfique 2 avec Angelina Jolie. Donc j'ai un mois de tournage là-dessus. Donc voilà, je me focalise un peu plus sur les productions anglo-saxonnes. Même si j'ai tourné en France, d'ailleurs, à la fin de l'année dernière, j'ai travaillé avec Besson. J'ai fait un film qui s'appelle Anna. Mais moi, j'ai plus un look qui clique avec les productions anglo-saxonnes. Même les films français que j'ai faits, que ce soit Julien Seri de Night Fair, Benjamin Rocher de Anti-Gang ou alors Luc Besson, c'est des mecs qui ont plus une mentalité à l'américaine. Donc ils cherchent des mecs avec des bonnes ganaches, des trucs comme ça. En France, un mec comme moi, il ressort tout de suite. La plupart des acteurs français, ils ont des gueules de garçons de café. Donc tu mets un truc comme les deux, les gens ils la regardent plus, tu les regardes moi, ils disent mais c'est qui ce mec-là? Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont tous des petites gueules de bobo, ils font 1m75, 70 kilos, ils se font pousser une petite barbichette pendant une semaine pour en faire un peu macho, mais aussitôt qu'il faut balancer des hypercutes, c'est plus du tout crédible. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a que des comédies qui marchent en France. Donc tu peux pas vraiment mettre un mec comme moi, tu vois. Donc je comprends aussi pour ça. Et puis je comprends aussi le business du film en France. Il y a très peu de films qui se font en France. Et la plupart des films qui sont, c'est les mecs eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes qui les produisent en fait, qui se démerdent. T'as plusieurs bandes, t'as la bande à Jules Jardin, t'as la bande à lui, t'as la bande à lui. Et les mecs, ils bossent avec voilà, des producteurs, des réalisateurs, des mecs qui vont écrire le scénar. Ils développent eux-mêmes leur propre projet, tu vois. Donc ils vont pas dire, hé hey mec, on a développé un projet, Lien, tu veux le faire? C'est pas comme ça que ça marche. Donc je comprends aussi comment le système du cinéma marche aussi. Mais c'est vrai que des fois, je vois les mecs qui passent des castings, ils ont des têtes de cul, mais je me dis, comment ça se fait qu'ils ont pris ce mec-là au lieu de moi, quoi? Tu vois, je comprends pas. Donc voilà, quoi. Tout à l'heure, on parlait du fait d'avoir une team derrière soi dans les sports de combat, donc tu n'avais personne. Est-ce que là, tu as des personnes qui t'aident pour justement te dire faut aller à ce casting-là, c'est plus pour toi, ou un agent? Ouais, t'as des agents, mais les agents, c'est comme tout, en fait. Tu vois, t'as différents niveaux d'agents. Déjà, t'as les bons agents, t'as les agents moyens, et t'as les gens qui sont tout pourris. Si tu les écoutes, ils sont tous bons, et après un moment, sans eux, tu ferais rien. Mais la réalité, c'est que t'as plusieurs niveaux. Si t'as rien fait, ça va être difficile pour toi d'avoir un gros agent. Parce que les gros agents, je sais pas, mettons l'agent de Jean Reno, de Pardieu. Eux, ils reçoivent les scénarios vachement en avance, avant même que le film il commence vraiment à se développer. Parce qu'ils ont besoin de Pardieu, ou alors ils ont besoin de Jean Reno, pour pouvoir avoir de l'argent. Donc j'ai Depardieu, ça veut dire que je peux avoir tant d'argent. Donc là, le scénario va commencer à bouger. Par contre, l'argent de Depardieu va faire, bon, Gérard, il veut bien. Bon, par contre, j'aimerais bien que vous voyez cet acteur, cette actrice, lui et lui, pour ces rôles-là. Ils leur disent pas, prenez-les, mais ils leur disent, voyez-le. Donc, bon, voilà, alors là, c'est déjà Depardieu de prix, plus deux, trois autres rôles qui font partie du agent de Depardieu. Après, le réal lui va dire, bon, j'aimerais bien quand même travailler avec cet acteur-là, cet acteur-là. Il a un ou deux acteurs qui veut bosser.
Il a des mecs avec qui il a fait ses premiers courts-métrages, ses premiers livres, donc son pote. Il va donner ça à un pote. Donc le jour que tout est en production et qu'il commence ses castings, il reste plus que des merdes, mec. Il reste plus que le facteur, le boucher, le mec qui passe derrière. Il n'y a plus rien pour moi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est normal, tu vois. Donc moi, tant que j'ai pas un gros agent qui peut me mettre sur ces trucs-là, ça sert un peu à rien. Et puis en France, tu vois, t'as la gueule de l'emploi. Moi, des fois, les filles, mon agent, mais comment ça se fait que tu ne m'as pas envoyé sur ce truc-là, père de famille? J'ai 45 ans, je peux faire père de famille. Bah, mais t'as vu ta gueule avec tes oreilles et tout. Je fais, mais il y a quand même des. Tu peux être quand même père de famille, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que tu as des oreilles en chou que tu peux pas être père de famille. Mais en France, c'est pas comme ça, mec. Regarde encore une fois la gueule des gens qui sont dans les films. Ils ont tous la même gueule. Ils ont tous des têtes de Parisiens. Et c'est pour ça que plus personne va au cinéma, tu vois. Même la télé, c'est pareil. Donc c'est compliqué. Donc tant que t'as pas fait un gros agent, voilà. Et comment avoir un agent? Bah, c'est un coup de cul. Hein. Demain, tu peux faire un film à 500 000 euros de merde. Voilà, sur un sujet qui traite, qui est au goût du jour. Le truc va se retrouver au César, au BAFTA, je sais pas quoi. Tout d'un coup, tu vas avoir toute la panoplie qui est là, il est formidable. Et là, tu peux avoir un agent qui est un peu plus lourd et qui peut quand même un peu plus te pousser sur les productions. Mais moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Moi, je suis encore au niveau crotte de nez, tu vois, on s'en fout de ma gueule. Tu continues de prendre des cours? Ouais. Je prends des cours, pas des cours, mais en tous les cas, j'échange avec d'autres acteurs. Tu vois, des fois, avec d'autres acteurs, on se voit ensemble, on se prend des trucs, on joue entre nous, etc. Donc, ouais, je continue toujours. J'essaie aussi de développer des trucs de mon côté, tu vois, les courts-métrages. J'écris aussi, tu vois, et puis j'aimerais réaliser par la suite. Donc, non, j'essaie d'être proactif, tu vois. Là, en ce moment, j'écris un scénar, etc. Donc, ouais, non, j'essaie de faire des trucs, tu vois. Mais, et puis, je fais des castings. Donc tu joues aussi, moi j'adore faire les castings, t'entends les acteurs qui disent ah je sais pas le faire. Moi j'adore faire les castings parce que pour moi un casting ça me donne l'opportunité de faire tu vois un peu le show, tu vois, c'est-à-dire de jouer, tu vois. Et puis je sais que je vais arriver là-bas, il va me demander de jouer différemment, il va essayer de me faire un petit piège, ah tu peux pas aussi me le faire comme ça, un peu moins comme ça, tac tac, il faut que je réajuste, tu vois. Donc moi j'aime bien quand il y a du challenge comme ça, tu vois. Donc non, je fais des castings assez régulièrement. Mais je te dis, ça passe pas. La dernière casting que j'ai en France, c'est pour Nicky Larson, je crois, pour faire un des demain. Donc j'ai envoyé ça à mon agent, elle fait ah ouais non ça marche super bien, elle l'a envoyé à une directrice du casting, elle fait ouais ça marche bien, puis là j'ai pas eu le rôle, tu vois. Donc non, ça arrive, tu vois, mais bon faut faire avec, il n'y a pas que moi, tu vois, j'ai pas envie de faire plein de choses. Tous les acteurs sont dans le même truc, tu vois. Et tu connais très très vite les règles du jeu en fait. Donc tu joues pas, quoi. Il faut pas pleurer toutes les 5 minutes, ouais non j'aime pas ça, c'est parce que j'ai pas su c'est un tel. Non, c'est les règles du jeu mon coco. Voilà, t'es pas la fille de deux par Dieu, donc reste tranquille. Parce que on ne va rien vraiment te proposer. Tu sais que tu vas crever la dalle pendant un bout de temps, en espérant avoir de la chance. Vis avec, point barre. Si t'es pas content, tu vas faire un vrai boulot, on va faire caissier à Carrefour. Tout à l'heure, on parlait, parce que il y a une question que je me pose, c'est que souvent on voit les préparations de combat à l'UFC, ou même là pour acteurs, pour ça je t'ai demandé si tu t'entraînais toujours, tu faisais toujours des trucs, parce qu'on a l'impression que par exemple à l'UFC, ou dans différents sports, en fait ils s'entraînent vraiment à fond que quelques semaines ou quelques mois avant l'échéance. Comme si Ouais, ils s'entraînaient pas toute l'année pour être au top. ouais, beaucoup font ça en fait. Mais en fait, beaucoup. Après, tout le monde est différent, tu vois. C'est pour ça que des mecs, ils stagnent des fois, ils progressent pas. Tu vois, ils progressent pas techniquement et ils perdent à l'UFC, ils ont un bon niveau, et tout d'un coup, ils prennent 2 défaites, ils commencent à perdre. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a 5 minutes, le mec, il était au top. C'est parce qu'en fait, ils progressent pas, ils continuent pas, tu vois, très vite. En fait, ce qui se passe, je vais t'expliquer, moi en tant que professeur aussi, je pense que d'autres professeurs qui nous écoutent ici vont le voir. Quand tu commences à écouter les élèves, ils voient que le grand Manitou et tu leur apprends tout ce qu'ils savent. Et quand ils commencent à avoir quelques combats, très vite ils commencent à avoir de l'ego. Et ils commencent à se dire, bon voilà, moi je connais ci, je connais ça. Ils commencent à faire les interviews, les gens commencent un peu à s'intéresser d'eux. Et puis ils commencent à dire à l'entraînement, ouais, je sais pas si j'ai besoin de faire ci, besoin de faire. Ils commencent à te questionner déjà. Et là, tu sens que déjà ça commence à se barrer en couille. Et quand ils vont dans le club, les gens ils leur bouffent le cul apparemment, parce que bon, vu qu'ils gagnent, etc., donc tout le monde essaie un peu de les récupérer. Et là, ils vont commencer à aller où tout le monde les écoute un peu plus. Au lieu d'être leur professeur, leur gueuler dessus, ils vont aller lui, te dire ah, t'es génial, t'es super, tiens, je vais te montrer un peu de jiu-jitsu, tiens, ouais, c'est super, je vais tenir les PAO. Et là, ils commencent un peu à faire eux-mêmes leur propre truc. Et du moment qu'ils n'ont plus de coach, ils n'ont plus personne qui leur gueule dessus, c'est là qu'ils arrêtent de progresser. Ouais, mais est-ce que ça, c'est pas la nouvelle génération qui est un peu comme ça, qui se satisfait d'une petite réussite et qui a moins d'ambition, peut-être moins de passion aussi, que Un celle que tu peu, avais? un peu, mais en fait, c'est différent parce que je pense que dès le départ, quand il a commencé l'Ultimate Fighter, c'est là que ça a commencé à se voir en couille. Donc, ça a donné l'opportunité à l'UFC de devenir ce qu'il est en ce moment. Sans l'Ultimate Fighter, on fera encore des combats pour 2500 $.
Mais c'est là que, regarde, le nombre d'Ultimate, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé, hein, les Ultimate Fighter. Ouais, moi non plus, j'accroche pas trop. Mais regarde à chaque fois le nombre de mecs qui arrivent à Ultimate Fighter disent non, moi j'ai besoin de ça, c'est toute ma vie, sans rien, je suis ça. Et quand ils sont virés d'Ultimate Fighter, tu les vois jamais plus rien faire, ils ne recombattent plus jamais, ils font rien. C'est que du show, ils voulaient l'avoir. La gloire instantanément, c'est tout ce que c'est. Et ça a attiré beaucoup de mecs comme ça, et vu que maintenant, au lieu de 200, tu as 500 combattants à l'UFC, et tu as besoin d'un peu de tout, hein. Tu as besoin des bons, des moins bons, etc. Tu vois. Eh bien, en effet, tu as beaucoup plus de combattants à l'UFC qui sont en fait, qui n'ont pas vraiment la dalle. Parce que ils sont là parce qu'ils ont envie d'être un UFC fighter. Parce que leur but n'est pas vraiment de devenir champion, le but n'est pas vraiment de devenir ci ou ça. Ils veulent juste être là pour faire partie du truc. Tu vois. C'est là que tu vois la différence entre les mecs comme ça et les mecs comme Conor McGregor qui ont vraiment la dalle, qui sont intelligents, qui ont les bonnes personnes derrière eux, qui savent quel combat prendre à quel moment, qui donnent toujours la pression, qui prennent n'importe quel combat, mais en fait, ce sont toujours à chaque fois des combats réfléchis, mais quand ils se donnent à 100%, et qui ont vraiment la dalle. Et est-ce que tu as vu son film d'ailleurs? Non, je n'ai pas regardé. Bon, bah, je t'enverrai un petit lien pour que tu puisses regarder, parce que c'était très intéressant de voir justement, c'est ce que tu dis, au début, donc il s'est tourné sur quelques années, on le voit à ses tout débuts, quand il a plus d'argent, il est obligé de retourner chez sa mère avec sa femme, et en fait, qui s'entraîne dans une toute petite salle un peu crasseuse, et puis qui s'entraîne à fond, le mec il est là toute la journée, il s'entraîne, c'est peut-être romancé, hein, mais... Ouais. Et à un moment, il reçoit l'appel de l'UFC, quoi. Mais en même temps, comment tu dis, il a monté et très très vite en fait. Tout ça, c'est dans un laps de temps assez court. J'ai pas vu le film, mais tout ça, c'est dû se passer quoi, entre 3 et 5 ans. Oui, oui, tout à fait, ouais. Voilà. Donc c'est facile d'être motivé, d'explosif, de vouloir avoir la dalle pendant 3 ou 5 ans. Mais quand tu regardes un mec comme Rashad Evans, qui a l'UFC depuis 10 ans déjà, qui a déjà gagné une ceinture, qui l'a déjà perdu, c'est dur de trouver la motivation. Tandis que tout le monde veut faire un sprint, c'est facile de faire un sprint. Tu as 200 mètres, tu vois déjà la ligne d'arrivée. Tu vas défoncer un mort, tu vas t'arracher le cœur, mais la ligne d'arrivée, tu vas voir arriver, et c'est facile d'aller de là à là. Faire un marathon, c'est autre chose. Au même milieu du marathon, déjà, tu as envie d'abandonner. Vas-y, dis que ça allait, je peux pas faire ça, ça fait trop mal. Parce qu'en plus de ça, tu vois même pas la ligne d'arrivée. Et donc voilà, c'est toute cette nouvelle génération de combattants qui disent je peux exploser en 3-5 ans, faire un paquet de thunes, et c'est ce que je vais faire. Et boum, j'arrête. Et c'est une bonne idée en tous les cas. Mais c'est pour ça que les gens veulent tout de suite, très vite. S'ils ne voient pas la ligne d'arrivée, ça ne les intéresse pas. Ouais, mais avant ces 3-5 ans, il y a quand même pas mal d'entraînement, j'imagine, quand même. Après, oui, ça dépend. Tu as des gens qui sont innés. Hein. Regarde Francis Ngannou qui est arrivé à l'UFC très très vite. Et tout de suite, il s'est très très vite retourné devenir un contender et combattre pour la ceinture. C'est arrivé comme ça. Après, Francis, quand on est arrivé à Paris, il avait une. Tu vois, bon, lui aussi, c'est un peu comme Romero, tu vois, c'est une bête de la nature, tu vois. Le mec est super dynamique, super explosif, ça fait partie, c'est une des plus grosses armes, tu vois. Et voilà, il avait un petit bagage technique de boxe, tu vois, de base. Et voilà, très très vite, surtout en poids lourd, tu vois. Si tu es en poids lourd, tu es assez dynamique, tu balances des bonnes pralines et tu sais défendre ou donner un peu au sol, très très vite, tu peux te retrouver à l'UFC. Quand tu fais 65 kg, c'est un peu plus compliqué, la compétition est un peu plus rude. Ouais, bah on voit qu'à l'UFC, il y a plus de monde dans les petites catégories entre guillemets que chez les lourds où à chaque fois ils essayent de recruter du monde parce que Ouais. toujours les mêmes. Combien de lourds dans la vie de tous les jours, t'en vois combien les mecs de 110, 120 kg, t'en vois pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire. Parce que lourd, c'est lourd, hein. Si tu fais 105 kg, mec, tu combats pas en lourd, hein. Tu combats en rien. Les mecs, ils font 20 kg de cutting, tu vois. Regarde Luke Rockhold, le mec, c'est un géant et il paraît pas comme ça, il est sec, mais le mec est énorme, il est énorme. C'est un mec qui va faire facilement minimum 105 kg hors saison, tu vois. Et le mec, il combat à 84. Moi, mon dernier combat à l'UFC, je suis descendu de 90 kg à 70. Tu vois. Non mais voilà, tu vois, donc quand t'es poids lourd, t'es un vrai poids lourd. T'as des paluches, mon pote, le mec il met une gifle derrière la nuque, il te met KO. C'est-à-dire, les vrais poids lourds à l'UFC, c'est vraiment les vrais poids lourds. Francis, je vais prendre une praline par lui, il m'arrache la tête, hein, sans déconner. Donc des mecs comme ça, t'en as pas beaucoup, donc c'est pour ça, il suffit que tu gagnes 3-4 combats, que tu sois pas trop mauvais, que t'as une bonne gueule, tout de suite tu signes à l'UFC. Si t'es un welterweight ou un lightweight, ça va être beaucoup plus compliqué, tu vois, surtout que les mecs sont vachement plus complets. Justement, cette mode du cutting en ce moment, c'est pas mal remis. Car moi, j'écoute pas mal de podcasts et c'est pas mal remis en cause de dire, comme il y a souvent des mecs qui arrivent pas au poids, de se dire bon, est-ce qu'on changerait pas la manière de peser les mecs au lieu de les peser la veille, on les peserait le jour même ou on les ferait moins descendre ou on inventerait même de nouvelles catégories. Nouvelles catégories, pourquoi pas, vu que de toute façon le sport devient plus populaire. De nouvelles catégories, je crois que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire.
Mais quel que soit le jour ou l'heure que tu fasses le cut, la pesée, tu auras toujours les mecs qui font du cutting. C'est-à-dire que les mecs aux États-Unis, ils font de la lutte. Et en lutte, ils se pèsent le jour même. Et les mecs, ils perdent toujours 15 kilos, tant bien même qu'ils se pèsent le jour même. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu auras toujours les mecs qui font des compétitions du jiu-jitsu brésilien, ils arrivent au grappling, beaucoup d'entre eux, ils arrivent, ils se crèvent la dalle, ils font la pesée juste avant de rentrer sur le tatami. Et pourtant, ils font tous du cutting quand même, tu vois. Je te parle des mecs qui gagnent, hein. Je te parle pas de Jean-Bernard en ceinture bleue. Mais donc, non. Donc tout le monde fait du cutting. Donc par contre, ce qui va se passer, c'est que tu fais la pesée le jour même, les mecs vont faire du cutting tout de même, et quand ils vont se prendre des parpaings derrière la nuque, tu vois, les mecs, ça va leur laisser des séquelles. Donc, vaut mieux faire la pesée la veille, tu vois ce que je veux dire. Ce sera pas un bon truc de faire la pesée le jour même. Là, tu vas avoir de plus en plus d'accidents. Ouais, j'aime beaucoup ton franc-parler, ça me... Jean-Bernard en ceinture bleue, déjà ceinture bleue en jiu-jitsu, c'est pas débutant. Non, déjà, bah non, j'en ai parlé dernièrement. Après, il y a des vraies ceintures bleues et puis des ceintures bleues du dimanche, tu vois. Tout dépend, c'est qui t'a donné certaines ceintures bleues. Tu sais, il y a des mecs qui sont. Une vraie ceinture bleue, très sérieusement, entre une ceinture bleue et une ceinture noire, il n'y a pas énormément de différence. Le mec, il sait faire les triangles, il sait faire la clé de bras, il sait faire le kimura, il sait faire tout. La différence entre vraiment une ceinture bleue et une ceinture noire, c'est pas tant bien les techniques un peu plus compliquées, les délipettes, c'est plus le nombre de pratiques, le nombre d'heures, d'années que tu as passé sur tatami qui fait que ces triangles et ces ceintures bleues, tu connais plus ou moins, ce triangle ou ces clés de bras, tu connais plus ou moins bien en ceinture bleue. Quand tu seras une ceinture noire, tu la passeras sans réfléchir. Mais voilà, mais après les techniques sont plus ou moins les mêmes, tu vois. C'est pour ça que dans les arts martiaux traditionnels, les gens arrêtent de progresser très très vite parce qu'aussitôt ils ont leur ceinture noire, ce qui généralement leur prend 3, peut-être 4 ans, et ben ils arrêtent tout de suite d'apprendre, pour beaucoup d'entre eux, hein, pas tous, mais tout de suite ils arrêtent d'apprendre et ils commencent à enseigner. Pour avoir une vraie ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, il faut une dizaine d'années. Tu vois. Et je parle d'une vraie, parce que maintenant les ceintures bleues, c'est plus comme avant, et ils les donnent, tu vois. Il suffit que tu achètes les kimonos, que tu fasses 2-3 séminaires, tu bouffes un peu d'assailli avec le prof après, le mec il te la donne ta ceinture bleue le jour, hein. Il la donne facilement maintenant, ça dépend qui te la donne, tu vois. Ouais, j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que j'avais testé un peu le jiu-jitsu brésilien de voir comment ça se passait en fait une ceinture. Pour moi, c'était vraiment un truc hyper sérieux. C'est vrai qu'en fait, ça dépend du prof, du club où t'es. Ouais, ça dépend du prof, parce que bon, t'as aussi des ceintures noires Air France, hein. Des ceintures noires Air France, c'est les mecs qui sont partis du Brésil avec des ceintures bleues, ceintures violettes, quand ils sont passés dans l'avion à Paris, quand ils sont à Paris, ils sont ceintures noires. Donc, t'as des mecs comme ça aussi, tu vois. Et ces mecs-là, ce qu'ils font avant tout, c'est faire de l'oseille, tu vois. Donc, ils veulent des ceintures à droite à gauche, tu vois. Mais c'est aussi beaucoup du business, tu vois, les ceintures, tu vois. Moi, je connais des gens, ils sont très très bons grappeurs, ils n'ont jamais fait de kimono, ils vont faire du kimono la première fois, ils s'y mettent tout le monde. Et leurs mecs, ils veulent pas leur donner la ceinture bleue, tu vois. Il y a aussi de la politique, il y a plein de choses. C'est pas que le côté martial, le côté technique, c'est aussi plus compliqué que ça, tu vois. Moi, j'ai soumis des mecs à l'UFC. J'ai commencé le grappling en 98, tu vois, c'est-à-dire je suis pas arrivé au sol. Il y a ça 4-5 ans, je suis arrivé en France, un mec il a voulu me donner une ceinture orange. Je fais vas-y, t'es content, mais reste tranquille, tu vois. Juste. Non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Mec, j'ai soumé les mecs, je soumets les mecs du UFC, tu veux me gagner une ceinture orange, si t'arrives. Mais bon, voilà, c'était aussi pour m'associer avec lui. Voilà, donc tout ça, c'est aussi du business, tu vois. Ouais, on a vu ton physique aussi, pour parler un peu de muscu, qui s'est pas mal développé au fil des années. Ouais. Est-ce que la muscu, comment t'as commencé la musculation? Parce qu'on se dit, bon, tu fais du sport de combat, tu t'entraînes déjà tout le temps. À l'époque, j'imagine que la muscu, ça a mis des années avant de se populariser, à être bien vu. Et encore, c'est pas bien vu partout. Ouais. À partir de quand t'as commencé à faire de la musculation pour les sports de combat? Et à partir de quand c'est devenu, on peut dire, une vraie pratique? Parce qu'aujourd'hui, t'as quand même un sacré physique. En fait, ce qui se passe, c'est que. Comment dire, où c'est que je voulais commencer Tac, tac, tac. La muscu, en fait. Ouais, je voulais dire ça. Beaucoup de gens me disent ah, yo, t'es balèze, t'étais tout petit à l'UFC, machin truc. Comme je viens de dire, à l'UFC, je faisais du cutting. Donc, normalement, c'était pas mon poids habituel. Comme je viens de t'expliquer, dernier combat à l'UFC, je suis passé de 90 kg à 70. Donc, c'est vrai que si tu regardes le photo du jour de mon combat, de ma pesée, et tu me regardes aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse différence. Mais dans tous les jours, je ressemblais pas à un mec, tu vois, un Somalien de 70 kg, tu vois, je ressemblais pas à ça, tu vois. J'avais l'impression que j'avais le sida, tu vois, quand je me suis vu sur la pesée, tu vois. C'est une horreur. Mais moi, j'ai commencé la muscu très jeune, en fait. J'ai commencé la muscu, je vais avoir 17 ans, 18 ans, tu vois. Donc, je faisais un peu de muscu comme ça, parce que bien sûr, tu vois, tu regardes les films de Van Damme, de Schwarzenegger, de Stallone, où tu dis, bon, je vais pousser un petit peu de la fonte. Donc, comme tous les gamins de cette époque-là, et donc, 17-18 ans, c'est, je sais pas c'est quelle année, mais enfin, en tous les cas, c'est longtemps. Ça doit être 90, 91, tu vois. Donc,
t'as aucune information, t'as pas d'internet à cette époque-là. Et donc toutes les informations que t'as, c'est sur les magazines. Et sur les magazines, en grande partie, ils racontent des conneries, tu vois. Donc, et très très tôt, en fait, j'ai fait des carences alimentaires. Parce qu'ils disaient, il faut pas manger de féculents, il faut pas manger de ci, il faut manger que des protéines. Donc toi, tu as 17 ans, tu bouffes que des protéines, tu vois, tu fais des carences en fait, tu vois. Et surtout quand tu fais de la boxe à côté, etc., etc. Donc au lieu de prendre du muscle, bah tu prends du bidou en fait, tu vois ce que je veux dire. Et moi, j'ai pas une très très bonne génétique aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un skinny fat. Tu vois ce que je veux dire. Normalement, à la base, j'ai des petites épaules, j'ai des bras, on dirait les avant-bras, et j'ai un petit peu de bidou. Donc j'ai toujours été comme ça, tu vois. Et donc j'ai commencé la muscu là. Après, bon, je suis parti aux États-Unis. Après, je suis allé en Angleterre. Et donc dans cette période, avant que j'avais pris un break du combat, que je bossais à la salle de sport, j'ai fait beaucoup de muscu. Beaucoup de muscu. Et là, j'ai vraiment pris. En 3 ans, je suis monté dans les 90 kilos. Et après, j'ai repris le combat. Et donc d'ailleurs, mes premiers combats en MMA, c'était en poids lourd et en lourd léger. Ensuite, je suis dépassé en moyen. Et après, là, je faisais plus vraiment de muscu. Je faisais de la strength and conditioning. Je faisais beaucoup de mouvements dynamiques, explosifs, etc. Mais je ne faisais pas de la musculation ou du bodybuilding en tant que tel. Et donc, quand j'ai arrêté vers la fin, j'ai fait mes 5-6 derniers combats, j'ai commencé à reprendre un petit peu de masse. Et après, quand j'ai vraiment arrêté le combat, je suis remis à la muscu, c'est-à-dire plus bodybuilding. Et voilà, j'ai repris ce que je devais apprendre en fait. C'est bien. Ouais, mais c'est. Et est-ce que la muscu pour toi, ça fait partie de ton équilibre de vie? Parce que j'imagine que sport de combat, tu t'entraînes toujours pour toi. Ouais, Donc là, tu es également passionné, donc en étant acteur de cinéma, on peut dire. ouais. Et la muscu fait partie de ça aussi. Hmm. Bah, il fait partie de ça, mais comme je viens de te dire, j'ai pas vraiment une génétique. Je prends de la masse assez facilement. Par contre, sécher, je galère grave. Tu vois ce que je veux dire. Donc, et pour moi, si j'arrête la muscu, je suis pas vraiment athlétique génétiquement. Il faut que je fasse de la muscu pour avoir le physique que j'ai. Donc, je ne peux pas ne pas en faire. Et maintenant, dans le cinéma, vu que de toute façon, je fais généralement les sales gueules de service, donc les méchants, et vu que je suis pas très grand, je fais 1m77, faut quand même j'impose physiquement. Donc, il faut que je continue quand même, tu vois, de la muscu pour pouvoir imposer, pour pouvoir jouer ces rôles-là. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je suis obligé de faire de la muscu. Mais c'est vrai que ça fait partie du truc de les jours, donc pour moi, je pense pas, ça fait tellement longtemps que j'en fais en fait que ça fait partie de mon quotidien, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que ça n'aide pas pour les sports de combat, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus lent au niveau de ma boxe, même dans certaines positions, juste monter tes bras, tes mains, etc. Ma boxe a un peu évolué aussi, donc c'est réadapté par rapport à mon physique. Heureusement que j'ai plus d'expérience, je peux garder un peu plus les distances par rapport à mes partenaires, mais aussi anticiper ce qu'ils veulent faire, parce que si, voilà, c'était pas ça, je me prendrais des coups dans la gueule tout le temps. Mais c'est vrai que même si je fais la muscu 4 fois par semaine, mon optique reste quand même d'être performant en combat. Donc je fais quand même aussi du sparring 4 fois par semaine. Mais le problème avec le sparring, c'est que j'ai vraiment des gros problèmes de dos et je ne peux plus faire autant de lutte, de gratter, etc. que j'aimerais en faire. Parce que j'ai mal au dos constamment. Comment tu t'es fait mal au dos? Je pense que ça avec beaucoup de lutte en fait. J'ai trois, alors je ne sais pas comment on dit en français, mais j'ai trois bulging discs. Donc j'ai trois disques tu vois, qui ont des problèmes. Je ne sais pas si c'est des hernies discales, c'est dit en France, mais en tous les cas, j'en ai trois. Et la dernière, la L4, elle me fait vraiment mal. J'ai mal constamment en fait. Quand je me lève le matin, il faut que je me lève vraiment au ralenti, que je m'assois pour mettre mon pantalon, etc. parce que mon corps il est complètement froid. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de me baisser, de prendre une chaussette et de rester littéralement bloqué. Et quand je dis bloqué, c'est bloqué une semaine. Hein. Une semaine de ne pas pouvoir bouger. De m'amener chez mon spécialiste qui me fasse une injection pour qu'il puisse commencer à pouvoir me manipuler. Tu vois. Donc voilà, donc ma L4, elle est vraiment, tu vois, au niveau des muscles, au niveau de ma L4, ils sont vraiment compressés, ils sont vraiment enflammés parfois. Et quand je fais un peu de lutte, etc., c'est une horreur. Tu vois, je peux plus bouger, donc voilà. Donc j'ai des vrais problèmes de dos. Et est-ce que tu as senti que ça venait quand tu t'entraînais ou c'est venu d'un coup? En fait, même gosse, en fait, ma mère me l'a rappelé il y a pas longtemps. Même quand j'étais gosse, j'avais des problèmes de dos. En fait, j'avais une scoliose. Donc même étant gosse, j'avais des problèmes de dos. Après, j'ai commencé à lutter. Quand même, quand j'avais pris ma retraite, je luttais régulièrement avec des Iraniens qui font 100, 110, 120 kilos. Voilà, un Iranien qui fait 120 kilos, ils prennent pour les pincettes, les mecs. Puis si t'as envie de l'amener au sol, t'as intérêt d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire semblant, tu vois, on rigole pas. Et puis j'ai même fait des compétitions de lutte, tu vois, j'ai fait les championnats du monde de lutte en Iran, etc. Donc, tu vois, donc c'est tourner avec ces mecs-là constamment, de vouloir les soulever, de vouloir défendre les takedowns et ton dos il tourne dans tous les sens. Regarde des compétitions de lutte de haut niveau et regarde comment ils tournent leur corps dans tous les sens. Il n'y a absolument rien de bien à faire ça. C'est pour ça que d'ailleurs tous les lutteurs qui ont fait de la lutte à un bon niveau, marchent tous comme des handicapés.
Tout à l'heure, tu parlais d'alimentation, que tu avais commencé un peu avec les mauvaises bases en alimentation. Ouais. Est-ce que aujourd'hui et tout au long de ta carrière, ça a pris une place de plus en plus importante jusqu'à faire vraiment attention ou pas du tout? Bah, pendant très très longtemps, j'ai fait des carences alimentaires en fait. Pendant très longtemps, même pendant un cas, tu seras surpris, mais même si j'étais coach privé et que je savais s'il fallait manger ou pas manger. C'est bizarre, c'est comme une anorexique qui dit je ne dois pas être anorexique, mais elle continue, tu vois. Et ben c'est un peu pareil. Je voulais pas bouffer de féculents, je voulais pas. Mais combat aussi, mec, je ne bouffais même pas de riz, je ne bouffais pas de pâtes, rien, tu vois, je bouffais que des protéines. Tu vois, ce qui est quand même hallucinant, tu vois. Je veux dire, c'est pour ça que quand j'ai pris ma retraite et que j'ai commencé à bouffer des patates, tu vois, du riz, mec, j'ai explosé. Mais les muscles, ils ont fait oh putain, merci. Boum, mes épaules et mes bras, ils ont pris direct, tu vois. Parce que voilà, pendant longtemps, je fais du. Mais en tous les cas, je ne fais pas de la merde. Tu vois, McDo, kebab, tout ça, ça m'a jamais vraiment intéressé. J'ai jamais vraiment bu de l'alcool avant 35-36 ans, tu vois. J'étais le genre de mec casse-couille, tu sortais en boîte de nuit qui montait un jus d'orange, tu vois, comme beaucoup, tu vois. Donc moi, j'étais ce mec-là. Et maintenant, au niveau de la diète, je fais plus trop attention. C'est-à-dire que je suis tellement tiré sur la gueule pendant tellement d'années que maintenant, si je veux un bout de fromage, je bouffe un bout de fromage. J'ai envie de boire 2 binous, je bois 2 binous. Je me prends plus vraiment la tête, tu vois ce que je veux dire. Je mange régulièrement, donc c'est flocons d'avoine le matin quand je me lève à 5h30. Après, c'est protéines après la muscu. Après, c'est poulet, riz à midi. C'est un encas l'après-midi, donc une omelette de blanc d'œuf ou alors du thon. Après, je retourne m'entraîner, je fais sparring. Et quand je reviens le soir, c'est généralement poisson, très généralement du saumon avec des légumes. Donc voilà, Ouais, c'est donc comme tu manges assez sainement quand même là. assez sainement. Mais par contre, vendredi, mon pote, moi, je fais pas un cheat day, je fais un cheat week-end. Vendredi, c'est la fête du slip. Hein. Vendredi, je commence à sortir la bouteille de Jack Daniel et je me laisse aller. Et c'est là qu'en fait, je me pète tout. C'est-à-dire, pendant toute la semaine, je suis bien et je pourrais être plus sec. Mais vu que le week-end, je m'amuse un petit peu trop, tu vois, j'allais bouffer un gâteau, je bouffe le gâteau. Et puis, je picole aussi pas mal. Je vous bourre pas la gueule, mais je picole, tu vois. J'aime bien boire un petit coup en fumant un cigare, en regardant un film, tu vois. Et ça, c'est mon kiff du week-end. Et ça, par contre, ça pardonne pas, tu vois. L'alcool, tout de suite. Ça prend au niveau du bidon, donc les abdos oublient quoi. Donc à la base, déjà, je suis pas de façon vraiment sec. Donc je lui dis, hey, tu sais quoi, vas-y, fais-toi plaisir, mec, t'as 45 ans. Si tu peux pas le faire maintenant, tu le feras jamais quoi. Donc voilà. Et donc pendant les 3 jours, mais pendant ces 3 jours-là, tu t'entraînes pas alors si? Mais si, je m'entraîne, moi, je m'entraîne vendredi. Vendredi matin, je fais muscu. Après, voilà, samedi, j'ai sparring. Et le seul jour de repos que je prends, c'est dimanche. Ok, parce que je me dis si tu te laisses un peu aller, t'es moins en forme. Tu dois sentir un contre-coup quand tu t'entraînes, non? Non, 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 non. Donc après, t'as l'habitude, tu vois ce que je veux dire. Mais encore une fois, je me bourre pas la gueule, tu vois. Et puis, quand je te parle de bouffe, c'est voilà, c'est bouffer un bout de clacos, tu vois, c'est manger une demi-baguette avec un peu de saucisson. Voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est pas. En, C'est en pas. fait, tu manges français mais à Londres. Ouais, voilà, ouais, c'est pas une tartiflette. Je veux dire, je vais pas me faire une tartiflette avec un McDo et une choucroute, tu vois ce que je veux dire. Non, non, je mange pas comme ça. Je te dis, je bouffe jamais kebab. Un McDo, la dernière fois que j'ai bouffé la McDo, tu vois, il y a de ça 17 ou 18 ans, tu vois ce que je veux dire. Ça ne dit absolument rien du tout. Si je veux bouffer un hamburger, et je vais dans un endroit et je bouffe un vrai hamburger avec un vrai morceau de barbac, tu vois ce que je veux dire. Mais en plus, comme tu peux voir sur mon Instagram, je le fais souvent à bouffer moi-même, j'aime bien cuisiner. Donc, je me fais souvent mes trucs moi-même. Donc, ça reste relativement sain, tu vois. Et c'est non pas parce que je fais attention, c'est que j'ai toujours bouffé comme ça, donc je fais pas vraiment attention. Et encore une fois, si je picole 2-3 verres le vendredi soir, je fais faire sparring le lendemain, ça va, je suis bien, il n'y a pas de problème, tu vois. Ce qui me nique un peu, c'est le cigare. J'ai jamais fumé de cigarette de ma vie, mais j'ai commencé à fumer le cigare quand j'ai eu 40 ans, parce que j'ai toujours aimé l'odeur, et je fume le cigare le week-end. Et ça, par contre, ça me nique le cardio. Tout de suite, le lendemain, quand je fais sparring, je le sens un petit peu, tu vois. Non. Aujourd'hui, est-ce que tu as encore des objectifs sportifs? Non, parce que j'ai des blessures, donc ça sert à rien, quoi. J'aurais bien voulu refaire un dernier combat, un truc au Japon, tu vois, un truc comme ça. Mais très franchement, je suis vraiment trop pété de partout. Parce que mon dos, c'est ce qui fait le plus mal, parce que ça fait vraiment, vraiment mal. Mais j'ai aussi des problèmes de genoux, j'ai des problèmes de cheville, j'ai mes 2 poignets qui sont cassés, j'ai mon cou, à mon avis, j'ai dû le fracturer un peu comme un moment. Et ça arrive très souvent, en fait, avec les combattants qui se font des fractures au niveau du cou et que ça se répare tout seul, en fait. Et moi, du coup, j'ai du mal à regarder derrière quand je gare ma voiture. Non, non, je marche vraiment. Si tu regardes les vieux lutteurs, vraiment, c'est pour ça que Foxcatcher, le film qui représente 2 lutteurs, David et son frère Mark Schultz, les acteurs les imitent vraiment bien, quoi. Ils marchent un peu comme des gorilles, un peu penchés vers l'avant et tout. Et c'est la plupart des lutteurs, ils sont comme ça. Et moi, je marche comme ça, tu vois.
si je m'assois pendant un bout de temps, quand je me lève, je passe quand même plusieurs pas et je me bouge un petit peu pour pouvoir marcher correctement. Et ce qui est assez bizarre, c'est quand les mecs ils commencent à balancer des pralines ou des coups de pied dans le ring, c'est instinctif. Par exemple, je bouge comme un chat, très très vite, mes jambes ils partent, les coups de pied, ça saute, ça machin, un truc. Aussitôt que le sparring est fini, il ressort, je retire mes gants et là je commence à remarcher comme un petit vieux. Tu vois, c'est bizarre. Ouais, c'est l'adrénaline, c'est que t'as pas envie de te faire casser la gueule. Non, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais les footballeurs, un mec m'avait dit ça aussi. Il y a un copain à moi qui s'appelle Baptiste, qui est préparateur physique aussi à Toulouse, et il disait qu'il entraînait les joueurs de foot, et il leur faisait faire du stretching. Et les mecs, ils sont super raides comme c'est pas paisible, ils ont du mal à mettre la jambe sur la chaise, etc. Mais il fait aussitôt que je leur balance un ballon, les jambes, ils les balancent par-dessus leur tête, ils y pensent pas en fait, et ils sont vachement flexibles. C'est assez bizarre en fait. Voilà, mais tu sais bien, la réflexion empêche l'action. Ouais, C'est une ouais. règle assez simple, hein. C'est quand ils pensent, bah, t'es beaucoup moins efficace. Et là, comme t'es en train de te battre, personne n'a envie de se faire casser la gueule, quoi. Donc tes vieilles habitudes reviennent. Ouais, ouais, et puis surtout quand je t'entends dire tes conneries, je me rappelle avoir vu l'un de tes vidéos, les ouais, non, mais quand je serai vieux à 40 ans, je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec, vieux à 40 ans? Mais de quoi il raconte? 40 ans, c'est pas 60 ans, mec, calme-toi. 40 ans, t'es encore jeune aujourd'hui de nos jours. Alors moi, c'est différent parce que je me suis pris pas mal de coups dans la gueule. Mais la plupart des mecs de 40 ans, maintenant, ils sont encore frais, tu vois. Arrête de dire que les mecs de 40 ans sont... Bah moi je sens la différence. Est-ce que tu sens cette différence en ayant vieilli que quand même tu récupères moins bien que... Bah tu vois t'es plus fatigué non? Tu vois pas la différence? Ouais, ouais, je suis plus fatigué. De temps en temps, j'ai besoin d'une sieste, tu vois. Mais après, au niveau performance, je peux pas te dire que je suis moins bien que les autres, hein. Performance, tu vois, je vois les mecs à la salle et pourtant, moi, il y a pas mal de bourrins, les mecs qui poussent un petit peu, etc. Tu vois, moi, j'ai 45 ans, j'ai fait la muscu ce matin, je fais du développé couché à 150 kilos, tu vois, et je suis bien, tu vois, je suis confortable. Tu vois, donc j'ai encore, tu vois, je suis encore puissant, je suis encore dynamique, explosif. Voilà, si c'était pas bon pour mes blessures, je serais encore frais, plus frais que la plupart des mecs, beaucoup de mecs qui ont 25 ans de nos jours, tu vois. Ouais mais on sent qu'à mal... Faut pas qu'on se parle en direct, on a déjà parlé un peu à l'écrit, mais on sent que t'es un mec hyper dynamique, hyper nerveux, qui a du jus quoi. Ouais, ouais, On sent que c'est en toi quoi. non, puis j'ai besoin, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis né, voilà, mon père me tapait sur la gueule. Après, quand j'étais dans le quartier, même avant ça, tu vois, j'étais dans un centre spécialisé quand j'étais à l'école, avec des orphelins. J'étais toujours bully constamment, tout le monde me pétait la gueule. Et après, quand j'étais dans un quartier, voilà, j'étais un des rares blancs dans le quartier. À chaque fois que ma mère m'envoyait chercher une baguette, il fallait que je me tape, tu vois. Donc, j'ai toujours été dans cette dynamique de combat, de me prendre des coups dans la gueule et en donner, tu vois. Donc, moi, aujourd'hui, même des mecs aujourd'hui ils me disent, mais pourquoi tu fais pas des stéroïdes? Et je veux dire, franchement, c'est quoi qui me fait pas prendre des stéroïdes? Je vais t'expliquer simplement. La plupart des mecs avec qui je me suis entraîné qui prennent des stéroïdes, ils sont plus performants au combat. Alors oui, ils prennent des pecs, ils prennent des bras, mais aussitôt que tu commences à lutter, ils congestionnent comme les enculés et ils peuvent plus rien faire. Aussitôt que tu les mets au sol, ils essaient de se battre pour avoir un peu d'oxygène et je vois que tu peux les malmener comme tu veux. J'ai absolument pas envie de vivre comme ça. Et la seule raison pour laquelle je ne fais pas les stéroïdes, c'est pour pouvoir péter la gueule aux gens et ne pas être performant. C'est ce que je veux dire. Ouais. Bah rapidement également, l'UFC on a vu que ça fait un moment qu'ils combattent en cas de manière plus visible l'utilisation de produits dopants. On a vu un changement un peu des gabarits. Ouais. Alors après il y a toujours des exceptions comme Romero, même Jacques Carré qui est balèze, mais on voit que, à ton avis, est-ce que les mecs sont encore sous le jus à fond? Oui et non, enfin les mecs le diront. Après, tu sais, ça a beaucoup évolué. Les premiers à se faire choper aux stéroïdes, je me rappelle, ils prenaient de la merde. C'était plus pour le physique, plus que pour être performant en fait. Les deux premiers qui se sont fait vraiment avoir et qui étaient vraiment connus, c'était Josh Barnett et Tim Sylvia, qui ont tous les deux été champions du monde poids lourd de l'UFC, mais qui avaient des physiques de merde, avec des bidous, etc. Même quand ils étaient secs, c'était gras. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs, vu qu'à l'UFC, c'est quand même aussi un sport spectacle, il faut avoir un bon physique. Regarde mec Ken Shamrock, qui est sur 15 défaites, et les mecs, ils kiffaient toujours, parce qu'une partie de ça aussi, c'est aussi son physique. Phil Baroni, tous ces mecs-là, ils enchaînaient les défaites, et pourtant, ils avaient toujours des fans. C'est aussi beaucoup de leur physique. Victor Belfort, même au début, ce qui jouait beaucoup sur lui, oui, il a mis des KO, il était dynamique, mais aussi c'était beaucoup son physique. Donc ces mecs, voilà, ils ont pris des produits pour essayer de sécher un peu. Ils se sont fait gauler. Bon, voilà, ça s'est passé. Après, la deuxième génération, c'est des mecs comme Sean Sherk. Sean Sherk, il avait un physique extraordinaire, un peu à la Romero de nos jours, mais en version nain. Il était tout petit. Et vous voyez les premières vidéos de lui, c'est lui la première fois qu'on voit des vidéos où c'est vraiment du crossfit, tu vois. Ce qu'il faisait, c'était vraiment impressionnant, les préparations physiques qu'il faisait. Et il s'est fait choper en stéroïdes.
Quand tu voyais son physique, tu me dis, bon, c'est pas étonnant. Mais lui, il a été au tribunal avec les gens, vraiment, parce qu'il disait, non, j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça, j'ai pas pris ça. Et je pense sincèrement qu'il n'a pas pris la chose pour laquelle il s'est fait avoir. Ce qui se passe, c'est que des fois, les mecs, ils vendent un produit, mais en fait, il y a autre chose dedans. Ou alors, la cuvette ou la gamelle dans laquelle ils l'ont mélangé, il restait des produits qu'ils ont fait avant, et en fait, ils savaient avoir avec ça. Bref, lui, c'était une génération. Après, il y a eu la génération d'après, où eux, c'était alors vraiment différent. C'était EPO, AGH, et vraiment les trucs qui étaient vraiment pour la performance. Moi, je me rappelle des mecs qui combattaient justement au KJS, donc cette petite organisation en Europe, qui s'entraînaient aux USA, et qui déjà avaient appris à prendre du AGH et de l'EPO. Les mecs qui prenaient de l'EPO et de l'AGH, ils faisaient 1500 € de bourse. Tu vois, c'est rien, il n'y a rien à y comprendre. Et donc ça, beaucoup en prenaient aux États-Unis. Moi, je me rappelle quand j'étais monté aux États-Unis la première fois, je jouais au frigo et je voyais sur les étagères, chaque étagère était pour chaque combattant, et tu voyais carrément des gélules de AGH, tu vois. Donc tout le monde en prenait. Après, tu as eu la génération TRT. Donc TRT, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite injection de testostérone pour les petits vieux qui veulent se retrouver un petit peu jeunes. Donc c'est passé quand c'était des petits vieux comme Dan Anderson, etc. Par contre, quand c'était des mecs comme Duffy qui avaient 22 ans et qui avaient le physique de Hulk Hogan, les mecs ils ont dit, mais tu nous comprends des cons ou quoi, tu vois. Donc ils ont fait, hey, les copains, TRT, on va arrêter. Attends, les mecs ils sont arrivés avec un niveau de testostérone digne d'un animal. Je veux dire, ils ont, vous vous foutez de ma gueule là. Donc, et quand ils ont commencé à tirer TRT, c'est là que tu as vraiment vu les changements de physique. Victor Belfort, c'est complètement tu vois, dégonflé. Overeem, pareil. Et vu que maintenant, ils font des tests toute l'année, à n'importe quel moment, ils peuvent commencer à cogner à ta porte. Là, c'est devenu plus compliqué. Alors, j'ai vu qu'à un moment, certains avaient trouvé la magouille. Ils se barraient s'entraîner en Thaïlande. Parce que pour ceux qui ne savent pas, quand tu traînes par exemple à Phuket, tu as une rue, tu vas avoir 4 ou 5 ans d'entraînement différents. Le Tiger Muay Thai, le Phuket Top Team, etc. Et dans la même rue, tu as une pharmacie qui vend les produits. Dans la même rue. Donc les mecs, ils allaient s'entraîner en Thaïlande, ils savaient que les mecs n'allaient pas pouvoir les tester parce qu'ils s'appelaient là-bas. Et ils prenaient un petit peu de Anavar pour prendre un peu de muscle, ils prenaient un peu de testo, etc. etc. Mais sauf qu'à un moment, bon, les mecs, ils ont compris et ils envoyaient des mecs tester en Thaïlande. Sauf que les Thaïlandais, tu leur balances 50 balles, tu dis, tu sais quoi, va demander au singe de la langue d'aller pisser dedans et tu te laisses tranquille. Et puis ça passait. Donc maintenant, ils vont aller chercher les Japonais pour venir tester les mecs en Thaïlande pour que là, les tests soient vrais. Et donc maintenant, c'est vrai que dernièrement, ça devient de plus en plus compliqué de prendre des trucs. Mais pendant très longtemps, ce qui marchait vraiment, enfin, ce que beaucoup de combattants prenaient, c'était AGH, EPO et de la Navarre. Alors la Navarre, normalement, tu ne prends pas du box, c'est surtout tu vois, un stéroïde plutôt pour les femmes. Mais bon, quand tu es combattant professionnel, tu prends de la Navarre. Moi, j'ai vu les mecs prendre 5-6 kilos juste avec de la Navarre, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dépend aussi des personnes. Donc voilà. Bon, bah, tu m'as dit que tu devais filer à 15h, donc on va... Ouais, non, j'ai encore. Bah, après, ça fait déjà 1h20 qu'on discute. Les gens sont crochés là, avec des conneries. Moi, je peux. Encore, j'étais gentil jusqu'à maintenant. On n'a pas commencé à parler de fit girl et du body fitness. Là, ça aurait commencé à Je faire. sais que tu as un avis très tranché, c'est là-dessus qu'on s'est pas mal rejoint, mais c'est vrai que... Allez, on va finir là-dessus, parce que si vous avez tenu jusque-là, c'est que vous pouvez tout entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, le milieu du fitness, bah moi je le dénonce dans beaucoup de podcasts, est gangréné par la médiocrité. C'est ça. Et tu avais dit une très bonne phrase que j'ai repris dans une newsletter. Tu avais dit aujourd'hui, on voit des gens qui ne sont plus motivés par l'activité en elle-même, mais qui marquent dans leur bio, donc sous leur pseudo, qui veulent inspirer les autres. Ouais. Je suis motivé de motiver. Mais de quoi tu me parles? Tu parles vraiment? Attends, les mecs qui les motivent, je sais pas, c'est des mecs comme Tyson, comme Mohamed Ali. Leur but n'était pas de motiver, leur but principal était d'être champion du monde. Et toi, ton but principal, normalement, c'est d'être champion du monde. Non, ton but, c'est d'avoir des followers, d'avoir des machins, de la merde. Et en fait, maintenant, ce qui s'est passé, enfin moi, je vais passer brièvement sur les sponsoring. Bon, il y a ça 10 ans que je fais l'UFC, un sponsor, ça marche comme ça. Les mecs, ils venaient cogner à la salle. Si c'était Tap Out, par exemple, un mec comme Tap Out, il faisait un petit peu du grain, il fait, tiens, Jess, salut, ça va, tiens, passe à la warehouse, on va te montrer des trucs, on va te montrer un peu comment ça se passe. Ils t'amènent, ils te donnent 3 cartons remplis et ils essaient un peu de se filouter pour que tu signes avec eux.
Ou alors des fois, tu as des mecs qui passent à la salle, ils savent déjà les prix, combien ça coûte pour une casquette, combien ça coûte pour un t-shirt, un short, combien ça coûte pour un patch. Et voilà, ils essaient, bon voilà, j'ai une petite marque qui commence, qu'est-ce que vous voulez signer? Tu dis oui, tu dis non. Et si tu dis oui, ils ont déjà un carton derrière, ils te donnent, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu viens. Et voilà, ils savent que c'est 1 500 $ pour un petit patch, ils savent que c'est 5 000 $ pour un t-shirt. Bref, ils savent les prix. Et puis après, tu as le sponsoring à la française. Là, c'est un petit peu différent. En France, c'est là, tu as un mec qui vient te voir. Salut, Jess Lionel, super, je suis fan. Tiens, j'ai une petite marque de t-shirt, je te donne un t-shirt gratuit. Je dis, ah, cool, merci. Et tu vois, tu peux pas le mettre, je prenais une photo pour mettre sur mon site internet. Ça, c'est le sponsoring à la française. Tu vois? Donc, pour te donner un petit peu une idée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, bon, pour revenir plus spécifiquement au bodybuilding, les gens étaient un peu comme ça. Les bodybuilders étaient sponsorisés par des grosses marques et ils touchaient de l'oseille. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est avec Instagram, etc., n'importe qui peut avoir, voilà, acheter des followers ou avoir même des vrais followers, 1 million, etc. Donc les marques, ils se sont dit, tiens, je vais aller avec eux. D'un côté, toi, ça te donne une crédibilité parce que tu as un sponsor, tant bien même, tu n'as jamais rien gagné de ta vie. Et eux, tu leur fais de la pub gratuitement parce qu'ils n'ont même pas besoin de payer, ils te donnent 2 t-shirts. Tu vois. Alors, il y a 2-3 mecs, au début, ils ont fait carotte, tu vois, ils avaient mis 1 million, 1,5 million de followers. Ils avaient payé des marques 30 000 $ pour faire un post. Les marques sont très vite aperçues que c'était de la carotte. Hein. Ils n'avaient aucun retour. Quand tu likes les photos sur Instagram des culs, des gonzesses, il n'y a aucun moment tu vas aller voir, ah tiens, il y a un petit pot de protéines, je vais regarder c'est quoi cette protéine. Non, tu likes le cul et au bout de 3 secondes, tu passes au prochain cul à liker. Donc les gens, ils s'aperçoivent que ça ramène rien en fait. Mais le nouveau truc, c'est qu'ils se disent, si on sponsorise, entre parenthèses, hein, on donne 10% sur les protéines, on donne 2 t-shirts. Si on sponsorise un maximum de personnes, on va voir notre marque sur plein de posts. Donc indirectement, les gens vont enregistrer cette marque. Et donc quand ils vont au magasin, ils ont vu cette marque 150 fois, ils vont dire tiens, je vais prendre celle-là. Je veux dire. Et voilà, et nous, ça ne nous coûte rien en sponsoring. Au lieu de payer un bodybuilder 10 000 $ ou un truc comme ça, on donne 2-3 t-shirts gratuits, 2-3 machins. Et le truc, c'est que maintenant, ça se fait même au haut niveau. J'ai vu ça ce matin, même Nike font la même chose. Ce matin, je vois une annonce de Nike qui disent... Ouais, mais je pense que c'est une fausse, justement. Je pense que tout le monde est tombé dans le panneau. Je pense que c'est une connerie, justement. Bah, je sais pas. Parce qu'ils disent ils cherchent 300 influenceurs. Déjà, rien que le mot, j'ai envie de t'étrangler quand tu le dis. Et en fait, ils payent pas rien, ils donnent juste des t-shirts. Mais ça m'étonnerait pas non plus, tu vois, parce que pour Nike, ils n'ont même pas besoin de faire casting. C'est-à-dire qu'il va y avoir 50 marlous qui vont envoyer leur photo à la con, tu vois, juste pour dire que je suis sponsorisé par Nike. Et puis voilà, Nike, il leur coûte quoi? Ça leur coûte 2-3 t-shirts. En Chine, les t-shirts, ça leur coûte rien, ça leur coûte même pas 50 centimes, tu vois ce que je veux dire. Donc, sponsoriser 300 mecs, ça leur coûtait même pas 1 000 € par mois. Et t'as 500 pèlerins qui vont mettre des photos à la compte à longueur de journée. Ouais, mais en fait, je me dis que Nike, c'est un peu comme Under Armour. Ils sponsorisent pas de personnes qui sont pas champions, quoi. Tu regardes? Si, aux États-Unis, les influenceurs, ça se fait vachement attendre. Ah merde, ah ouais, parce qu'en France, à moi de ce que je vois, il n'y a pas trop. Par contre, une marque qui fait beaucoup ça, qui sponsorise des gens qui ne font rien, qui n'ont même pas de physique, qui font juste des belles photos, c'est Gymshark. Ouais. Mais après t'as peut-être raison, c'est peut-être une fausse page qui fait ça pour avoir du follower. Et puis dans 2 mois, ils vont changer. Et puis ça se trouve, la page va s'appeler Jean-Bernard Dubois Fitness Pro. Je veux dire, c'est possible que ça fasse ça aussi, tu vois bien. Il y a de ça aussi. Mais en tous les cas, tout ça, ça devient une fumisterie maintenant. Même le fitness, les compétitions de fitness, ça ne veut plus rien dire. Avant, on regardait le bodybuilding pour voir les mecs les plus chargés au monde, les plus énormes, des mecs hors normes. Maintenant, tu as les catégories secs, tu as la catégorie pas trop sec, tu as la catégorie pas sec du tout, et puis tu as la catégorie j'ai un petit peu de bidou quand même. Hein, et les mecs, ils font 8e dans la catégorie j'ai un peu de bidou, il n'arrive même pas à faire premier, il fait oh ouais, mais quand même, j'ai fait top 10. Donc tout le monde gagne des médailles, tout le monde est content, tout le monde est champion, ça devient n'importe quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai fait un podcast donc, qui est sorti hier, ce truc, qui s'appelle Êtes-vous un finisher? Et où justement j'explique ce truc, cette mode de participer. Tu sais, maintenant t'es content de participer alors que bah moi je suis un peu plus jeune que toi, mais moi participer ça m'a jamais intéressé en fait. Moi si je fais c'est pour gagner. Ouais, mais en même temps, t'as tellement de catégories, tellement de compétitions, tellement de trucs. Enfin, il y a un mec, par exemple, moi j'ai vu un mec qui c'est un anglais, il fait 4e au championnat d'Angleterre. Un mois plus tard, il va faire les championnats d'Europe, il finit premier. Tu vois, t'as tellement de catégories, de trucs et tout que si t'en fais suffisamment, à un moment, tu vas en gagner 1 ou 2 quand même, tu vois ce que je veux dire. Après, par-dessus, tu t'achètes 150 000 followers sur Instagram et puis c'est bon, le tour est joué, tu vas dire. Pourquoi faire? Quand les Américains font ça, je comprends, parce qu'au bout, il y a quand même une économie. C'est-à-dire que même tous ces cons-là, ils vous donnent quand même des cours privés, ils vendent des programmes. Il y a eu un mec l'année dernière, en 10 mois, le mec il s'est fait 1 million $ en vendre des programmes. Les programmes, c'est même pas lui qui les laissait, c'est de son assistante. Et à un moment, elle l'a balancé. Ouais, je me souviens, c'était Devin Physique.
C'est ça. Donc son assistance, il faisait les programmes pour lui, et le mec, il a fait $1 million en un mois. Ou alors, t'as des meufs comme Michel Lewin. Son mec, à Michel Lewin, c'est lui qui s'occupe de tout. C'est lui qui donne les cours privés. Va faire un cours privé avec le mari de Michel Lewin à Miami, mon pote. Ça va te coûter au moins 250-300 $ de l'heure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont une raison économique derrière d'investir dans toutes ces conneries. En France, c'est pourquoi faire? Pour impressionner la réceptionniste du Gigagym, c'est pour faire ça. Je veux dire, ça sert à rien. Tu vois? Moi, je trouve que ça dévalorise complètement, en fait, le milieu, en tout cas, de la musculation, parce que, comme tu dis, avant, on regardait les champions. Voilà, c'était les champions qui nous motivaient. Et les champions n'avaient pas pour but de nous motiver. Et aujourd'hui, on a des gens, voilà, qui leur but, c'est de motiver les autres en ne faisant rien. Parce qu'en fait, comme je dis encore, toi, tu as envie de faire du combat. Alors, tu vois, tu as envie de faire du combat. Tu dis, ah, t'es un Conor McGregor, génial, super, j'ai envie de devenir champion comme lui. Bon, tu t'inscris à la salle, tu vas prendre 2-3 coups de poing dans la gueule, tu vas faire, non, en fait, j'ai pas trop envie de faire ça. Mais dans la muscu, tu peux faire ça maintenant. Parce que tu peux faire une compétition. Aujourd'hui, tu es plus ou moins fan de ce mec-là, donc tu follow, ah ouais, quoi, super, il a un super physique. Dans 6 mois, tu commences à avoir un petit milieu pas mal. Au bout d'un an, tu commences à faire une petite compétition. Et puis, bah, tu fais 3e, 4e, et maintenant, tu unfollow le mec parce que tu dis, bah, maintenant, je suis comme lui. Moi aussi, maintenant, je suis un Instagrammeur. Moi aussi, je suis un fit guy. Donc, ça veut tout plus moins rire. Les gens sont pas vraiment fans. Les gens pensent avoir des fans. Mais t'as pas de fans, en fait. En fait, maintenant, le fitness, n'importe qui peut le faire. Moi, je vois un nombre inconsidérable de gonzesses à la salle qui sont super secs, super striés pour leur compétition. Et ils ont fait 1 ou 2 compétitions. Maintenant, les meufs, ils ont des gros culs comme c'est pas possible. Elles ressemblent absolument plus du tout à ce qu'ils ressemblaient sur la photo. Elles sont simplement tirées sur la gueule comme des malades pour faire une compétition et 40 photos. Et les photos, ils les repostent toute l'année. Mais dans le reste de l'année, elles ressemblent absolument plus pas à ça. Donc, je veux dire, c'est quoi le but du jeu? Qu'est-ce que je veux dire? Ça sert à quoi tout ça? Bah, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est briller, entre guillemets, ou durer. Je pense pas qu'on puisse mentir sur le long terme. Donc je pense j'espère qu'il y a une certaine justice, j'y crois. Mais c'est vrai que là, actuellement, c'est de pire en pire. Hein. On voit. Après, moi, je suis. Après aussi, si jamais vraiment quelque chose que j'ai compris, parce que. Bon, après, moi, je suis plus dans l'hygiène de vie, tu vois. Après, la boxe, les arts martiaux, c'est plus facile en quelque sorte, parce que tu les entraînes tout de suite, ils voient leur progression, tu vois. Ils savaient pas donner un coup de pied, 3 minutes plus tard, ils mettent des high kicks, tu vois. Donc, il n'y a pas vraiment de mensonge, tu vois. Tandis que le fitness, c'est un petit peu plus difficile. Il faut que tu bouffes correctement. Tu peux pas. Il y a tant que tu peux faire, toi, en tant que coach, en tous les cas, tu vois. Mais c'est compliqué. Mais c'est pour ça, moi-même, les gens que j'entraîne dans le milieu du fitness, je veux plus que je leur apprendre au début que ce soit une hygiène de vie. Je leur dis non, mais oublie les abdos. Oublie les abdos, oublie les six-packs, etc. Même donne-moi comme objectif d'avoir déjà un faux pack. Qu'on voit un tout petit peu d'abdos. Déjà ça. Okay. Concentre-toi déjà sur ton entraînement correctement, sur ta performance, de bouffer correctement, de faire partie de ça de ton hygiène de vie. Et après, on va commencer à pouvoir peut-être apprendre à être un petit peu plus sec pour cette période, ceci, cela, tu vois. Mais tout de suite, ne vois pas, je veux avoir les abdos, les machins, et ne rien bouffer, être misérable. Parce que ces gens-là, ils sont bien beaux sur les réseaux sociaux, mais quand tu les rencontres, parce que moi, à ma salle, il y en a plein. Hein. Ah, des champions, même des mecs super connus. Hein. Des mecs qui ont carrément 10 millions de followers, qui ont gagné de grosses compétitions. Et les mecs, ils font toujours la gueule à longueur de journée, ils sont jamais en couple. Sur les photos, ils font toujours des selfies en rigolant, mais à la salle de sport, ils sont toujours en train de s'engueuler. Non, c'est juste une vitrine, tout ça, tu vois, c'est pas la vraie vie. Non, mais moi, je suis assez conscient de tout ça. C'est pour ça que je te laisse la parole là-dessus. Mais les apparences ont complètement changé le monde, quoi. Hein. On voit aujourd'hui, c'est simple, les téléphones font des tellement belles photos, des effets. C'est simple, Instagram, en fait, c'est comme les séries télé à l'époque, c'est que les meilleurs moments. Et donc, la plupart des gens idolâtrent ces meilleurs moments en pensant que c'est comme ça tout le temps, quoi. Mais c'est même pas ça en fait. Les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou même YouTube, etc., sont des mini-télé-réalités dans lesquelles tu es la star. Tu vois. Et donc les gens se comportent comme des stars. C'est, hey, je suis la star de mon propre show. Il y a Instagram par exemple. Et donc ils commencent à se comporter dans la star de tous les jours, à regarder les gens de haut, regarde le nombre, pas mal. Toi, tu as ta salle, et comme tu l'as dit l'autre jour, tu étais voilà, dans une salle pour voir comment c'était, mais moi, je suis dans des salles comme ça, à la con, à longueur de journée, et les gens, l'arrogance qu'ils ont, la façon dont ils marchent, et certains d'entre eux n'ont même pas de physique, tu vois, ils ont la lifestyle, ils ont le leggings, ils ont la casquette, ils ont le truc, ils ont l'attitude, mais ils ont aussi une grosse brioche cachée par le leggings, tu vois ce que je veux dire. Mais ils ont quand même l'attitude, tu vois, c'est, non mais tu comprends pas, sur Instagram, j'ai tant de followers, mais qu'est-ce que j'en ai à branler, tu vois ce que je veux dire. Ça pète le cerveau des gens comme c'est pas possible. Ouais, moi j'ai du mal avec tout ça. C'est comme je disais, bah voilà, moi je suis bien dans ma salle à Annecy et je suis content en fait d'être dans mon truc parce que je peux m'habiller n'importe comment et c'est bon quoi en fait. Non, mais c'est ça, mais moi je demande que ça, j'aimerais avoir une baraque parce que là, moi j'ai un appartement.
Et une baraque dans le quartier où je vis là, c'est même pas possible. Les maisons juste derrière moi, ils coûtent 20 millions, donc c'est pas possible. Mais le jour où j'aurai une baraque, j'aimerais avoir un garage. Et moi, j'aurais voilà, ma salle de sport dans mon garage. Aller dans une salle de sport, déjà, ça me pète les couilles. Voir les têtes de cons à attendre sur une machine avec des mecs qui regardent leur iPhone, ça me casse les couilles. Moi, j'aimerais, voilà, je vais dans mon garage, j'ai ma squat rack, j'ai cable crossover, j'ai mes 3-4 trucs et je peux faire juste ma muscu dans mon garage. Je serais heureux de pas aller dans les salles. Ouais, et puis t'invites un ou deux potes de temps en temps qui s'entraînent aussi, et voilà, t'es content quoi. Ouais, voilà. Parce que même moi, je peux même pas vraiment trouver. C'est très rare de trouver des partenaires qui veulent vraiment s'entraîner avec toi, tu vois, qui s'entraînent vraiment correctement, qui poussent, etc. C'est très très dur. Parce qu'un mec, même qui a une génétique pas trop dégueulasse, il suffit qu'il pousse un tout petit peu, qui ait une hygiène de vie pas trop moche, et il va prendre du bœuf, tu vois. Et quand t'as pas vraiment, tu vois, une bonne génétique, faut que tu t'entraînes comme un enculé, tu peux pas te permettre de faire ça. Et les mecs, à chaque fois, tu vois, je m'entraîne trop fort, tu vois, les mecs, ils veulent pas s'entraîner avec moi. Donc j'ai pris l'habitude de toujours m'entraîner tout seul, tu vois. Ouais, mais c'est la facilité, comme on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, s'il faut forcer, ils disent bah non, mais attends, pourquoi faut forcer? L'autre sur les réseaux, il force pas du tout, il fait les bras à 8 kilos, il a des bras énormes. Toi, Ouais, t'es en train de mettre 20 kilos et tu grognes, ils disent pas possible. Mais tu vois des mecs comme ça, mais je comprends pas. Il y a un mec, moi, j'ai vu sa progression ces 3 dernières années parce que c'était un mec avec un petit bidou aussi qui était assez large d'épaule, mais voilà, rien vraiment d'impressionnant. Et maintenant, c'est un bodybuilder strié, etc. Le mec, il est chargé, mais comme un bâtard, comme c'est pas possible. Le mec, il a 22 ans, il doit avoir des couilles et des raisins secs, mon pote. Et il est chargé à longueur de journée. Et le mec, il doit faire dans les 110 kilos. Et je le vois faire du biceps à 10 kilos, mec. Chaque fois, 10 kilos, au ralenti, au machin. Et ça fait 3 ans qu'il fait ça. Hein. Les poids, ils bougent pas. Hein. Il fait du développé couché à 60 kilos. Hein. Et le mec, il est énorme, il est strié. Mais voilà, pour être comme ça, mais il doit charger, mais comme un bâtard. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, mais Et là, c'est ça le problème, c'est qu'après, ces gens-là sont pris en exemple, et toi, quand tu dis qu'il doit t'entraîner, ils disent bah non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. non, mais c'est ça. Et tu te fais mal, en fait. C'est vrai qu'à un moment aussi, c'est que, comme, je sais plus c'est qui disait, j'ai entendu récemment, là. Non, c'est un autre gars, une nouvelle chaîne YouTube que j'ai trouvé récemment, là, avec un Chinois qui parle un peu de muscu et qui raconte des conneries. Et il disait que c'est vrai, quand tu te charges, t'as pas besoin de vraiment te pousser très très lourd, donc tu ne niques pas les joints. Tandis que quand tu t'entraînes naturellement et que tu veux vraiment pousser, et voilà, tu veux quand même de la motivation, tu veux pousser un peu plus lourd toutes les semaines, tu vois, et ben à un moment, tes joints, ils commencent à te faire la gueule, ils commencent à te dire, hey, mon copain, c'est bien gentil, mais calme-toi un petit peu, tu vois ce que je veux dire. Et c'est l'avantage aussi, donc à la longueur aussi, ils seront moins mal. Quand tu t'entraînes naturellement et que tu pousses constamment, il y a des moments où c'est que ton corps, il peut plus suivre non plus, tu vois. Ouais, non, mais moi aussi, je le sens. Je le sens. Et comme je disais tout à l'heure, comme je vieillis aussi, je sens la différence comparativement avant, mais moi, après, ça fait partie du jeu. Ça fait partie d'une certaine intelligence, de gérer son truc. Bah, t'as un peu mal, hop, tu ralentis un peu, et après, tu vas réaccélérer. Mais c'est juste que là, tous les réseaux sociaux, tout ça, ce dopage, la démocratisation de la muscu, a fait qu'on a perdu complètement l'état d'esprit de ce que c'était à la base, quoi. Ouais, mais la démocratisation, surtout du dopage. C'est-à-dire que le dopage, c'est même plus tabou maintenant. Les mecs, ils commencent la muscu, je me prends, mon t-shirt stringé là, où on voit mes pecs, je me prends mon truc de protéines, et puis voilà, je me prends mon testo et mon anavar. Voilà. Et tout vient en même temps, quoi. Les mecs, ils pensent même pas commencer la muscu sans prendre de produits. C'est-à-dire, ça vient même presque tout de suite. C'est-à-dire, ce qui n'a absolument aucun sens. Et au bout de 2 ans, les mecs, ils cherchent comme des bâtards, parce qu'ils ont déjà commencé, ils vont en prendre l'astéroïde, et ils savent même pas s'entraîner sans en prendre, tu vois. Non, Donc, non, mais et les c'est. femmes, c'est pareil, hein. Avant, maintenant, c'était tuer les mecs, hein. Mais maintenant, c'est les femmes. Mais avant, c'était tuer les mecs, ils tuaient les mecs gros, etc. Quand tu voyais un mec un peu sec, tu disais non, lui, il doit être naturel. Tandis que maintenant, même les mecs secs, ils prennent des trucs. Même les gonzesses, ils prennent des trucs. Tout le monde prend des trucs. Donc, c'est devenu n'importe nawak, tu vois. Moi, j'ai des mecs qui sont avec moi, ils font, est-ce que tu penses que là, cet été, j'ai envie de sécher un peu si je prends un peu ça? Je dis, de quoi tu me parles? Arrête de bouffer des merdes, et du point barre, quoi, tu vois. De toute façon, si t'as pas une bonne génétique et que tu bouffes des merdes, t'as pour prendre ce que tu veux, tu vas pas vraiment sécher. Donc non, non, ça devient n'importe quoi. Ouais, ouais, mais je pense que ce sera de pire en pire, hein. Le fait que maintenant avoir un bon physique est à la portée de tous. Avant, tu voyais un mec balèze, car moi j'avais ça. Tu disais putain, le mec s'est entraîné, putain, il a fait des efforts, etc. Et maintenant, bah, tu te dis ouais, bon, bah, comme ils peuvent tous se doper facilement, que en plus ils sont entre personnes qui se dopent, en fait, c'est devenu facile, quoi. Ouais, 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 voilà. Et C'est- puis je te dis, les mecs sont assez ouverts maintenant, ils disent quand même assez ouvertement, même dans les trucs, ouais, ouais, moi je me charge, tranquille. Donc les gamins, ils regardent ça, parce que sur YouTube, c'est beaucoup de gamins aussi, tu vois. Les gamins, ils voient ça, ils font, bon, bah d'accord, bah, a priori, il faut se charger, tu vois. Et puis après, d'un autre côté, t'as les mecs qui se disent, non, non, mais les mecs, ils sont énormes, striés toute l'année, non, mais moi, je suis naturel. Naturel de quoi, tu vois. Non, non, mais c'est ça qui me fait rire avec les mecs, qui veulent essayer de te faire croire que leur copain est naturel.
Ils font jamais confiance à leur gonzesse. À chaque fois qu'ils mettent un post sur Facebook, ils sont en train de leur renifler le cul à voir qui c'est qui like leur post. Par contre, le copain qui connaît juste de la muscu, à eux, ils leur font confiance à 100%. Il suffit que le mec il soit sympa, qu'il ait dit qu'il est naturel. Oh non, 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 je te jure, il est naturel. Mais qu'est-ce que t'en sais qu'il est naturel? Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, mais ça, je sais pas pourquoi c'est vrai ce que tu dis. C'est que souvent les mecs, limite, vont s'engueuler pour défendre un mec s'il est naturel ou pas, quoi. C'est ça? C'est devenu fou, ça, hein. C'est folklorique sur YouTube. Alors moi après je ne suis pas vraiment les trucs de muscu je suis très peu de trucs sur YouTube des musclés là. Je tombe de temps en temps sur un ou deux, certains je trouve marrants, Jean Honche me fait rigoler quand il est raconté. Et puis Jean Honche en plus il connaît quand même assez bien son truc, tu vois. Donc et puis il me fait marrer. Christophe Cario, je regarde ces trucs parce qu'il parle aussi beaucoup de blessures, de beaucoup de rééducation, donc je trouve ces trucs intéressants. Mais en règle générale, je regarde pas vraiment les trucs de muscu. Je trouve les gens moyennement intéressants. Je trouve que leurs histoires, leurs soi-disant anecdotes sont complètement inventées, généralement pour qu'ils puissent expliquer leurs trucs. Alors l'autre jour, j'ai vu un mec, il expliquait que pour faire les pecs. Mais non, t'as jamais vu un mec, le mec quand il a parlé, t'as fermé ta gueule parce que t'es un bab tout fragile. Arrête de m'expliquer. Donc, voilà, non, je regarde ça. Puis des fois, il y en a qui racontent des conneries. Il y a un mec, là, je sais plus comment il s'appelle, un show qui fait un peu de la muscu, là. Je sais plus c'est quoi, c'est long. Il a une chaîne YouTube qui marche assez bien. Et j'avais vu qu'il avait marqué, il avait fait une vidéo sur les implants des abdos. Oui, mais je sais qui c'est, et je sais très bien que tu sais qui c'est aussi. Et donc, il parlait des implants, et j'ai rien contre le bonhomme, hein, tu vois, voilà. Mais il parlait des implants, et en fait, vous voyez qu'il marquait des conneries, en fait. Et donc, je lui ai écrit un post en dessous, je lui ai dit, non, mais ça, c'est pas des implants, en fait. Ça, s'appelle, si je me souviens bien, c'est Viper Liposuction. Donc, c'est une liposuction vachement poussée, où ils brûlent sous la peau, en fait. Il y a très peu de pays où ils font ça, ils font surtout au Brésil. Il faut qu'on oublie aussi parce qu'ils font tout là-bas. Ils commencent un peu à le faire en Floride, mais légèrement, c'est surtout au Brésil qu'ils font, et où en fait ils peuvent carrément te brûler la graisse sous la peau, entre la peau et les abdos, à un tel point que la graisse ne survivra plus là-dessus. Donc quand tu vois toutes ces Brésiliennes striées à mort toute l'année avec des gros culs, non seulement elles se sont fait mettre des culs en plastique, mais en plus de ça, elles sont séchées comme ça à faire une grosse lipo vachement poussée, et c'est comme ça qu'ils sont secs et ils ont les abdos tout le temps. Et en fait, beaucoup des photos d'exemples qu'il avait pris, et c'était ça en fait. Et donc je lui avais écrit un post en disant non mais ça c'est pas ça, c'est ça. Et donc le mec n'a pas vraiment vérifié, n'a pas répondu à mon post non plus, il a fait abstraction. Et puis bon, ça m'a juste montré qu'il maîtrisait pas vraiment son sujet. Et quand tu maîtrises pas ton sujet, bah tu fermes ta gueule quoi. Ouais, donc, mais ça c'est normalement, mais aujourd'hui, même si tu maîtrises pas, t'as envie de parler quoi. Donc. Non, c'est ça, tu vois. En fait, où t'as envie de parler, puis quand t'as rien à dire, tu te lâches quoi. Tu vois, tu te lâches, tu racontes des merdes, etc. Donc voilà, je vois pas mal de mecs qui te critiquent, et voilà, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Si tu essaies de plaire à tout le monde, généralement tu plais à personne. Parce que tu as ta personnalité à toi, etc. Donc voilà. Mais après, j'en trouve certains plus ou moins intéressants. Il y avait qui? C'était qui les deux là, qui avait une chaîne aussi, donc tout le monde se moquait, là, ils faisaient des... Alex et PJ, Body Time. Ouais, Body Time, tout le monde se foutait de leur gueule, ces gars-là. Moi, je trouvais sympathique, j'ai trouvé marrant, quoi. C'était du fitness pour monsieur et madame tout le monde en même temps. Je veux dire, je pense que c'était un petit peu leur optique avec des trucs de base, tu vois. Alors peut-être qu'ils disaient des conneries un petit peu de temps en temps, mais moi, je trouvais pas ce qu'ils faisaient, voilà, quoi. Fallait comprendre un peu quelle était leur audience, quoi. Mais c'est ça aussi qui m'a fait rire un peu quand t'as vu Clash, quand ils ont mis un petit coup de pression à Jean Rouge, ça m'a fait rigoler aussi, tu vois. Donc voilà, tous ces dramas autour, quand on entend ça, de temps en temps, ça me fait marrer, quoi. Donc voilà. Ben ouais, ça rappelle un peu la cour d'école, tu sais, ça rappelle un peu le collège, tout le monde se chauffe pour des trucs à dormir debout, pour... Et là, même là, j'ai vu récemment un mec qui a utilisé un clip, alors j'ai vu une vidéo récente d'un mec qui s'appelle Raptor Dissident, qui a fait un truc sur Soral. Je voulais voir ce qu'il disait, j'ai trouvé ça intéressant. Et donc j'ai vu un clip un mec un peu musclé, avec une tête assez ronde, qui disait des trucs. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là? Et j'ai vu une vidéo d'un autre youtubeur, donc l'asiatique, là, dont je parlais, qui parle un peu muscu, et il utilisait aussi cette vidéo. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec-là? Et j'ai cherché pendant des heures sur internet, gros musclé, quand il parlait de gain, machin, mais c'est qui ce mec? Et je suis tombé dessus, en fait, c'est un mec qui s'appelle apparemment Maître Yoda, et qui parlait d'un autre bodybuilder français, etc. Voilà, c'était encore du clash, et là, ça m'a fait marrer, quoi. Mais dans tous les cas, tout ça pour dire que je suis pas vraiment la muscu en général, de toute façon, et puis encore moins, tu vois, les Instagrammeurs, les YouTubeurs, toutes ces conneries, quoi. Ouais, bah non, mais en fait, comme t'es complètement en dehors, toi tu viens, ça te quand t'es crevé, et que t'as bu un petit coup, ça te divertit, quoi.
Moi, j'écoute toi, par exemple, je vois que ça parce que c'est des vraies informations. C'est-à-dire, très souvent, j'entends des trucs, je dis, ah, ça, c'est pas con, ah, ça, d'accord, ah, cet exercice, il sert à rien, bon, d'accord. Parce que même moi, tu vois, je t'ai entendu dans un podcast, tu disais, tu sais, quand tu fais les épaules, pas lateral raise, tu vois, quand tu vas le dumbbell, tu vas sur le côté, mais quand tu vas vers l'avant, Ouais, je me souviens, j'avais fait une vidéo là-dessus. frontales, les levées frontales. Et tu disais, donc, ça servait à rien, en fait. Il y avait plus de possibilités de te faire des blessures que autre chose, quoi. Tu te rappelles quand tu as dit Ouais, ça? bien sûr, je me souviens, bah ouais, les élévations À frontales. partir de ce moment-là, j'ai arrêté de le faire. Je me dis, c'est vrai que ça a du sens en fait, parce que là, il y a très peu de muscles. Et moi, quand je le fais, j'ai toujours un petit peu peur. Je vais jamais être extrêmement lourd. Et c'est une information qui renforçait ce que je pensais déjà. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrête de faire cet exercice et je pense à faire autre chose. Non, mais de toute façon, c'est simple, hein. Moi, quand j'analyse le net, je regarde depuis combien de temps la personne est là, et si tu regardes Christophe, moi-même, ou d'anciens qui sont là depuis vraiment très très longtemps, tu sais que si on est là, c'est qu'on est passionné en fait. Si tu dures depuis Ouais. longtemps, et ceux qui arrivent maintenant, bah il y a peut-être des passionnés, hein, mais ils sont très très rares quoi. On voit que c'est plus, comme on disait tout à l'heure avec Instagram, c'est plus je veux me faire voir, je veux motiver les autres, je filme mes entraînements alors que je fais du coucher à 60, je Ouais. parle de diète alors que j'ai un petit bisou comme tu dis. Ouais. Donc, Non, mais c'est ça. Et puis, bon, moi, je vois de côté que c'est pas nécessairement entertaining. Tu vois, c'est pas vraiment. T'es pas là à dire des blagues, des ah machins. ouais. Mais c'est vraiment informatif. Et c'est moi, c'est ce que je recherche. Après, des fois, de temps en temps, c'est marrant d'aller voir des gars raconter des conneries. Après, tu sais jamais vraiment si c'est du vrai ou pas. Comment il s'appelle? Il y a un mec qui s'appelle Babybel, c'est ça? C'est ça? Ah, je sais pas, j'y connais. Babybel, un mec avec une espèce de barbe qui raconte des trucs, des histoires de mythomanes pas possible. Ah oui, Et c'est bon, je vois F-Can. voilà, je crois que mais quand il dit ces trucs, c'est du deuxième degré, on est bien d'accord. C'est pas. Ouais, bah je pense. J'ai jamais trop regardé ses vidéos, je l'ai déjà rencontré en vrai. Ouais. Mais ouais, lui en fait, bah, pour moi c'est plus un Un acte. Je l'ai vu en personnage. vrai, c'est un acteur en fait. Voilà, il joue un personnage. Ouais, tout à fait. Voilà. Parce que j'étais jamais vraiment sûr. Parce que le mec, il disait des conneries, mais quand c'est pas possible. Mais le mec ne peut pas être sérieux. Non, mais il dit n'importe quoi, tu vois. Je me demandais s'il jouait un personnage ou pas, Ouais, quoi. en vrai il est plus normal que ça. Ouais, ouais. Mais Mais en fait, la plupart des gens sont plus normaux, tu vois, dans la vraie vie. Ils ressemblent pas vraiment à ce que tu peux vraiment t'attendre sur Internet. Par contre, moi, je suis exactement pareil. Hein. Je suis. Dans la vraie vie, je suis exactement à quoi tu peux t'attendre. Il n'y a pas de surprise. Mais c'est vrai que des mecs, après, quand ils sont dans leur petite bulle et juste face à une caméra ou un truc, ils se donnent des fois une espèce de personnalité pour être un tout petit peu plus attrayant. Et puis dans la vraie vie, ils sont pas du tout comme ça. Beaucoup d'acteurs sont comme ça. Beaucoup d'acteurs, en fait, sont très très timides. Énormément d'acteurs sont timides. Et c'est pour ça que des fois, quand tu peux voir l'acteur, il a l'air con en fait, il a pas l'air très sympathique. C'est qu'en fait, ils ne savent pas vraiment gérer la communication avec les gens. Beaucoup d'acteurs sont en fait très renfermés. ouais, mais ça m'étonne pas parce que moi j'en ai rencontré beaucoup de ce qu'on appelle le feed game à un moment quand je faisais pas mal de vidéos. Et en fait, tous les mecs en vrai bah, sont sympas, sont cool. C'est juste qu'après sur le net, bah ouais, ils se donnent des genres où ils montent des petites guéguerres pour faire parler d'eux. Ou... Mhm. Il y a toujours des trucs où le mec est énervé un coup, mais c'est juste qu'aujourd'hui, Internet, comme c'est les jeunes qui regardent, si un mec s'engueule avec un autre, il monte une histoire et ça n'en finit plus, alors qu'en fait, Ouais, après, on c'est parle fini aussi quoi. d'autres trucs, tu vois. Parce que là, même moi, tu vois, par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis des personnes qui apparaissent, par exemple, même sur YouTube, quoi, avec lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord, tu vois, sur leur point de vue ou sur leur côté politique ou quoi que ce soit. Mais la seule raison pour laquelle je les suis, c'est pour avoir les informations tout de suite. Parce que je veux dire, au lieu d'écouter aux news, telle personne apparemment a dit ça, bah, moi j'ai vu la personne le dire directement sur sa chaîne YouTube ou quoi que ce soit. Tu vois. Les gens ont aussi, il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. C'est pas parce que tu suis quelqu'un sur un réseau social que tu es nécessairement fan. Des fois, tu suis cette personne simplement pour avoir l'information. C'est tout. Ouais, non, mais ce côté fan, c'est. Moi, j'ai jamais été fan de personne, donc je comprends pas trop ce truc-là, Mais moi, mais. j'ai jamais eu de fan non plus. J'ai jamais vraiment compris ce mot. C'est un mot vraiment américain. Mais les Américains sont différents. Tu vois, aux États-Unis, c'est Hey, how are you? I'm a huge fan of yours. Tu vois, c'est plus un compliment. Ils sont fans, t'es fan d'eux, tout le monde est fan, on s'entre-fan. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu dans ce délire-là. Et en plus, ça donne une espèce de crédibilité. Tu vois, quand t'es un athlète, un acteur, là, tu thanks my fan. Et qu'en France, mec, t'as pas de fan, tu vois. Mais depuis quand t'as les mecs qui ont la photo de toi dans leur chambre? Personne n'a la photo de toi dans la chambre. Personne n'est fan de toi. C'est-à-dire, il y a très peu de gens en France qui ont vraiment des fans. Et tant bien même les gens, ils te demandent de faire une photo, réalistiquement, ils s'en battent les couilles de ta gueule.
quand ils veulent faire une photo avec toi, c'est pour se faire mousser eux, c'est pour pouvoir récupérer du like, récupérer du machin. C'est pour ça que la plupart des célébrités ne veulent pas faire des photos. Je dis, mais casse-moi pas les couilles de faire tes photos, t'es pas fan de moi. Tu veux juste récupérer du like sur Instagram, c'est pour ça que tu veux venir me casser les couilles pendant que je suis en train de bouffer avec ma famille. Tu vois ce que je veux dire? Bah, ce que tu racontes, je vais te raconter une histoire. J'avais été au salon du body fitness il y a quelques années avec mon associé Arnaud, et justement, on était hyper surpris parce que les gens nous arrêtaient, qu'il y a des jeunes, même pas, on n'était même pas entrés dans le salon, qui nous arrêtaient pour faire des photos. Et je me suis dit, bon, bah, ça va aller, je vais pouvoir faire le salon, visiter, voir les machines, trucs. Et en fait, j'ai pas pu visiter du tout le salon. J'ai dû faire au moins 500 photos avec des gens qui voulaient juste une photo, qui voulaient même pas discuter. Et après, bah, j'ai fait une vidéo pour dire, bah, je n'irai plus jamais dans ces salons parce que, en fait, on peut rien faire. Tout le monde veut des photos, des photos, des photos, et en fait, moi je le sais parce qu'après les mecs me posent des questions, et ils me posent des questions, et en fait je me dis, mais en fait, ils ont jamais lu un de mes articles ou vu une vidéo. Non. Et je me dis, mais en fait ils m'ont juste demandé une photo pour, parce que j'étais un peu connu, et voilà. Et donc je me suis dit, bon bah. Ou même parce qu'ils ont vu quelqu'un d'autre prendre une photo. Ils vont prendre une photo, ils vont dire, je peux faire une photo. Et après ils vont sortir, mais c'est qui en fait? Tu vois? Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Donc tu vois, mais après j'en veux pas, j'ai l'impression de me moquer les gens, mais c'est aussi ces nouvelles générations, tu vois. Les nouvelles générations, je taquine un petit peu, mais en fait, voilà, il faut faire avec le jour qu'on est. Tu veux dire, les mecs, ça vous fait kiffer, faites-vous kiffer, tu veux prendre une photo, ils prennent une photo. Mais la plupart des gens, ils veulent ça, et toi, tu t'attends peut-être qu'il y a une espèce, comme tu le dis, une espèce d'échange, tu veux peut-être me parler d'un morceau, de combat, tu veux me donner un conseil. En fait, non. Non, non, même pas. Et donc, c'est à toi d'essayer de pousser une conversation, c'est un petit peu délicat. Et puis, bon, à un moment, bah, tu dis, bon, ok, ta photo, merci, allez, ciao. Ouais, mais parce qu'en fait, la plupart du temps, moi, ces photos-là, j'essaie de discuter, en fait, le mec, je vois, il en a rien à foutre. Ouais, voilà, En voilà. fait, c'est pour ça maintenant, bah, j'y vais plus et je dis aux gens, bah, venez au Super Physique Gym, venez à Annecy, on fera une séance, on va aller manger un morceau, on va discuter. Je dis, moi, ça m'intéresse plus. Je dis, si pour faire des photos, pas des Après, c'est photos. ça aussi, tu vois. Les gens, ils n'arrivent pas parfois à comprendre. C'est comme moi, tu vois, même sans parler de célébrité ou quoi que ce soit, ça fait très longtemps que j'enseigne. Et parfois, je peux paraître un petit peu bougon, tu vois, quand je donne des cours, je fais peut-être un petit peu la gueule. Mais quand les gens s'entraînent avec moi par un moment, ils s'aperçoivent pourquoi le nombre d'abrutis qu'il faut que tu écoutes tous les jours, qui vont dire, ah ouais, lui, il aurait dû faire ça dans ce combat, dans ce combat. Quand en fait, les mecs, ils connaissent rien. Le nombre de cons qui viennent te voir, essayer de t'expliquer le nombre de combats qu'ils ont dans leur vie, dans la rue, le machin. Le nombre de tarés qui viennent dans la salle, qui disent qu'ils ont tout lu, ils ont tout connu, mais ils savent rien faire. Quand il y a un moment, bah, tu te fermes, tu dis, écoute, vos conneries, j'en ai plus rien à foutre. Tu vois. Et les gens, après un moment, ils commencent à comprendre la façon dont tu es, la façon dont tu réagis par moment, etc. Et c'est pour ça que tu vois des fois des gens qui vont te rencontrer, qui ont une espèce d'attente de toi et tu leur donnes pas, et ils sont déçus, et tout de suite, ils sont plus fans, parce que le fan, j'utilise là pour expliquer, pour que les gens comprennent, mais en tous les cas, qui, ah, mais en fait, je pensais qu'il était sympa, mais en fait, il ne l'est pas. Parce que ce jour-là, ils t'ont peut-être pris au mauvais moment, ou un truc comme ça. C'est ce que je veux dire? Oui, mais non, mais je vois exactement ce que tu veux dire. Et maintenant, avec Internet, comme tout le monde a la parole, il suffit que t'étais pas super jovial, etc. Et le mec te plombe derrière, quoi. Et tu vois exactement, quand je te dis ça, tu vois exactement aussi de qui je veux parler, d'un mec spécifiquement, tu vois, qui était fan de toi et qui t'a rencontré, et peut-être qu'il s'est passé un truc un jour, t'as peut-être dit un truc qui lui a pas plu, et du jour au lendemain, il s'est retourné complètement, et il a commencé à vouloir te clasher, tu vois Oui, exactement. oui, bien sûr, je vois. Et tu le vois encore, tu le sens encore même dans sa voix, parce que j'ai vu 2-3 de ses vidéos qui sont pas vraiment très bonnes, mais tu le sens encore dans sa voix qu'il est encore quand même assez fan de toi, qu'il a simplement été déçu. T'es un peu comme une ex-copine. Ouais, ouais, mais Il est déçu, mais il aimerait bien quand même y rebouffer le cul. Ah non, non, mais ce jeune-là que j'ai bloqué, etc., deux fois m'écrit, il arrive à m'écrire, etc., et il demande des nouvelles, il écoute tout ce que je fais. Et je me dis, mais c'est fou en fait de faire une vidéo pour insulter quelqu'un et après de lui réécrire. En fait, on voit que c'est la magie d'Internet parce qu'un mec comme ça, dans la vraie vie, franchement, en face, il ouvrait pas la bouche et je le verrais en vrai, bah, le mec il survit pas quoi. C'est ça. Mais après, En vrai, c'est terminé quoi. là, c'est un mauvais. Même moi, ça se trouve, j'ai peut-être été con avec des personnes, vu que j'ai un certain franc-parler. Des fois, quand je dis les choses, je ne dis pas vraiment Oui, méchamment. mais je vois ce que. Mais moi c'est pareil, en fait, moi je dis la chose telle qu'elle vient et en fait, c'est jamais à mal. Voilà. C'est pas à Et mal, après, mais des fois quelqu'un va mal le prendre. on a le droit aussi d'échanger, c'est-à-dire que c'est pas parce que je dis quelque chose que nécessairement je dis que j'ai raison. Tu as le droit aussi de me contredire, on a le droit aussi d'échanger, ce que je veux dire. Ne prends pas ce que j'ai dit, ah ok, il a dit ça, bon, il est pas d'accord avec moi, je repars dans mon coin, je fais la gueule. Non, échangeons dans la vraie vie, je parle. Parce que moi, sur Internet, je change pas. Quand tu vas poster cette vidéo sur YouTube, ne t'attends pas que je vienne voir les commentaires, que je réponds les commentaires, je m'en bats les couilles. Parce que je rentre jamais sur un argument sur Internet. Parce que sur Internet, c'est aussi simple. Tout le monde a 150 combats de rue, tout le monde fait du 200 kg développé couché, tout le monde a 32 cm de bite, donc ça sert à rien d'argumenter avec les gens.
tu vois. Moi, j'argumente dans la vraie vie. Sur l'internet, ça m'intéresse pas. Ah, mais t'as raison, mais moi aussi. Mais c'est pour ça que quand je vois des trucs comme ça, en fait, je laisse couler. Parce que je me dis, bon. Et pour ce jeune-là, bah, j'étais déçu. En fait, j'étais plutôt triste pour lui. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, putain, le pauvre, quoi, en fait. J'ai dit, Bah, en fait, il doit vraiment être mal dans sa peau, quoi. ça se ressent qu'il a envie d'être youtubeur, qu'il a envie de faire le truc, mais voilà, qu'il n'a pas encore le physique, que voilà, l'humour, c'est pas encore son truc, il se titille un petit peu dessus, donc il sait pas vraiment où vraiment se situer, donc il touche un peu à tout, il fait un peu du clash, il essaye de faire un peu d'humour, il essaye un peu, tu vois, de l'humour qu'il a déjà entendu, tu vois, son humour, j'ai déjà entendu quelque part d'autre, mais voilà, il aimerait faire parler du truc, mais il sait pas parce qu'il est pas vraiment talentueux, tu vois. Ouais, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est l'inverse. Et en fait, avant, on entendait parler de quelqu'un parce qu'il faisait des choses remarquables. Ouais, Voilà, en fait, c'est pas le mec qui essaie de parler pour faire parler de lui. C'est par exemple, tu vois, tu étais à l'UFC. Ah, Jess Lodin est à l'UFC. Tiens, qu'on parlait de Jess Lodin, quoi, point. ouais, C'est pas ouais. Jess Lodin qui disait parlez de moi. Mais avant, pour être connu, c'était ça. Moi, je me rappelle de ma première coupure de journal. Je me rappelle de la première fois que j'étais sur France 3 régional. Je me rappelle la première fois que j'étais invité à TF1. Je me rappelle de tout ça, tu vois, toutes ces choses qui font que maintenant les gens s'en battent les couilles que tu passes à la télé. J'ai fait une page dans le Parisien. Les gens s'en battent le steak, mec. J'ai fait une page dans le Parisien. J'ai pas récupéré un seul follower le lendemain. Les gens s'en battent la rondelle, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, voilà, c'est tout sur le coup, sur le clash, j'essaye, si ça marche pas, voilà. Tu vois, ouais, enfin. Non, non, mais en fait, c'est parce qu'avant, c'est parce que tu faisais quelque chose. Moi, avant, les mecs, il y a des années, quand j'allais au salon, les mecs me reconnaissaient, ils disaient ah, tu fais super physique, ah, tel article, nanana. Les mecs, en fait, ils me connaissaient pour ça. Et c'est pas moi qui me disais venez, suivez-moi, quoi. Hein, Et maintenant c'est ça la génération, c'est moi j'aime bien la phrase de Churchill que je sors souvent, c'est et qui disait donc elle a 70 ans cette phrase hein, pratiquement, c'est aujourd'hui les gens ne veulent plus être utiles mais importants. c'est ça, c'est ça. Et donc Sauf cette phrase résume un peu tout hein. Et malheureusement 70 ans plus tard, elle est de plus en plus vraie. si demain il n'y a plus d'Instagram, ta vie est morte. Parce que la grande majorité des gens attendent. Parce qu'il y a vraiment, ça va se barrer. Il y a eu MySpace, il y a eu machin, il y a eu Twitter. Maintenant, Twitter, tout le monde s'écoute parler, tout le monde veut faire de la politique, donc il n'y a plus grand monde là-dessus. Maintenant, c'est Instagram, et puis dans 2-3 ans, il y aura autre chose. Hein. Et les centaines d'euros que tu allais dépenser sur tes faux lives, sur tes faux trucs, sur ta phobie, et ben, ils vont disparaître en poussière et tu vas retourner dans ton anonymat, tout ce qu'il y a plus possible. Tu vois ce que je veux dire hein. C'est pas un problème. Moi, quand tu racontes des conneries, tout ce que j'ai à faire, c'est éteindre mon téléphone et tu n'existes plus. C'est aussi simple que ça. Ouais. Dans la vraie vie, les gens, ils argumentent pas vraiment avec moi. C'est-à-dire, après, on a le droit de discuter politique, de trucs, toi, je suis ouvert, toi, je suis pas un mec violent. Mais moi, plus particulièrement, les gens veulent parler de sport au combat. Ouais, non, mais moi, je fais ça, je pense que potentiellement, je peux peut-être t'avoir dans la rue. Je fais, écoute, mon copain, je vais les couper dans la gueule à mes partenaires d'entraînement qui sont mes potes toutes les semaines. Te mettre une volée tout de suite, ça me dérange pas pour prouver le contraire. Si tu viens, on sort dehors. Et là, tout de suite, non, mais en fait, non, voilà. C'est Voilà, pas le bonjour. c'est ça la vraie vie. Moi, je suis pas argumenté sur l'internet. Non, mais je pense que moi, si je te fais une prise de machin, j'en ai rien à foutre, mon copain. C'est ce que je veux dire. C'est ça qui se passe. Avec la bagarre, maintenant, tout le monde est conscient de bagarre. Les mecs, ils font de la gymnastique rythmique, ils font des chorégraphies à la Steven Seagal. Je te parle pas de Steven Seagal de Nico, hein. Je te parle de Steven Seagal maintenant, qui fait des films pour iPhone. Ils font des chorégraphies comme ça, et les mecs, ils pensent qu'ils peuvent avoir en combat de rue, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que j'argumente avec ces mecs-là, avec leurs petits bidous et leur tête de balle plus fragile? C'est pas possible. Bon bah ça me paraît bien pour ce podcast. Où est-ce que Ouais, les putain, ouais, putain, 2 heures à raconter des conneries. où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent te suivre, t'entendre Facebook, parler de toi Facebook, parce que bon, si c'est français, donc la page Jess le Joker Lyonnais, parce que je fais des lives, donc je parle de combat, je parle des fois d'entraînement, je parle aussi de mes activités cinéma. Donc voilà, Facebook, c'est ça qui est bien, parce que j'échange un peu plus avec les gens. Après, tu as toujours Instagram, mais bon, j'utilise pas énormément Instagram, parce que j'ai beaucoup plus, mes followers sur Instagram sont beaucoup plus anglo-saxons. La grande majorité des followers que j'avais attrapés, c'était encore quand j'étais combattant, etc. Donc c'est beaucoup de gens des États-Unis, aussi des gens de l'Asie, etc. Donc voilà, donc Instagram Jess Liolin, Facebook Jess le Joker Liolin. Et puis peut-être très bientôt au cinéma. Là, j'ai tourné un film avec Donnie Yen l'année dernière. Donc là, j'ai un film qui sort avec Donnie Yen normalement cet été qui s'appelle Big Brother. Donc ça sort en Chine cet été, donc peut-être disponible vers la fin d'année en streaming quelque part près de chez vous. Donc voilà. Et une dernière question, j'ai vu que tu avais des super photos sur ton Instagram à chaque fois. Ouais. En fait, c'est quand tu étais comment ça se passe en fait, on te contacte pour faire des shootings ou
Alors, les deux, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis super photogénique. Non, en fait, beaucoup de photos que je fais avec mon iPhone, je te dis, comme j'aime le cinéma, j'aime tout ça, j'aime bon, la photo aussi, mais en fait, la photo plus cinéma, je sais faire des photos, en fait. Je sais plus ou moins l'angle, comment me prendre en photo, dans quel angle, comme la plupart des gens maintenant savent. Hein. Regarde, tout le monde est super balèze, ils savent les lumières, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de ça. Après, les photos professionnelles, en effet, des fois, j'ai des gens qui me contactent pour faire un échange. Et est-ce que ça te plairait de faire des photos avec moi? Comme ça, j'ai un acteur combattant, t'as une gueule un peu différente, voilà. Et moi, après, je vois si leur travail me plaît. Et si leur travail me plaît, je suis ouais, bah pourquoi pas, quoi. Donc voilà. Et j'ai deux, trois combats photographes à qui je fais des trucs des fois de temps en temps si j'ai besoin de nouvelles photos pour mon book. Mais c'est surtout ça, tu vois. Mais voilà, mais des photographes bons, déjà, il y en a déjà très très peu. Tu vois, c'est encore. Nous, on est dans le monde du fitness, donc voilà, ça pullule de champions olympiques de fitness en ce moment, voilà. Mais dans la photographie, c'est pareil, hein, tout le monde est photographeur. Tu vois, parce qu'ils savent que tu peux tripoter un petit peu le cul. Donc maintenant, tout le monde s'est acheté un Canon et tout le monde est photographeur. Mais la réalité, c'est qu'il y a très très bons photographes. Et les bons photographes, généralement, tu vois, prendre des photos de nichons, ça ne les intéresse plus vraiment. Quoi. S'ils veulent prendre, c'est des photos de mecs qui ont des vraies gueules, des trucs intéressants, des mecs avec des rides, voire même des SDF, etc. Vraiment des gens qui ont des gueules qui racontent des histoires. Donc généralement, moi, ce genre de photographe, c'est des gens qui m'intéressent beaucoup plus. Donc voilà. Bon, bah, parfait. Merci encore, Jess, de ta disponibilité, de toutes tes opinions et avis. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, je me suis bien amusé. Ouais, encore j'ai été soft, on aurait pu être encore un peu hardcore. T'as pas commencé à me parler de Krav Maga, c'est avec les bras, j'aurais eu vraiment te blesser. Hein. Mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Va savoir si ça a une popularité, ce truc-là, on en reprend un autre une fois et puis voilà. Quoi. En tout cas, merci d'avoir pris le temps et puis bah je te dis à bientôt. Salut! Allez, plus.